Jeunes gens de la terminale, bonsoir. Voilà. Donc ici, Monsieur Diouf avec vous. La dernière fois, nous étions dans ce chapitre intitulé La reproduction. Voilà, et la reproduction, nous avions brassé les différents éléments faisant partie de la reproduction. Et si votre mémoire est bonne, la dernière fois, nous avions parlé un peu des appareils reproducteurs, d'accord? Nous avions spécifié en parlant de l'appareil reproducteur mâle, l'appareil reproducteur femelle. Et même au niveau des appareils également, nous avons spécifié donc les différentes parties qui composent cet appareil reproducteur, à savoir donc les gonades, les voies génitales, les glandes annexes, mais également l'organe copulateur. C'est bon. Nous avons même spécifié en parlant de la spermatogénèse en deux termes, donc de la gamétogénèse d'une manière générale. D'accord? Et nous avions pu distinguer également l'évolution de la quantité d'ADN. Aujourd'hui, nous allons parler de la fécondation. Et maintenant, jeunes gens, quand on parle de fécondation, comme on le fait d'habitude, nous allons faire d'emblée un bref récapitulatif donc sur l'ensemble donc des éléments. D'accord? Nous allons faire un bref récapitulatif avant maintenant que l'on ne parte pour la correction maintenant des exercices. C'est bon, je fais là. Et donc, d'emblée, je mets fécondation. Donc, d'emblée, je mets fécondation. Voilà, fécondation. Et maintenant, pour la fécondation, d'emblée, nous allons voir ce que c'est que notion de fécondation. Et donc, comme on l'entend bien, donc comme le mot l'indique, donc quand on parle de fécondation, c'est parce que lors d'un accouplement de termes, lors d'un rapport sexuel, d'accord? Donc, l'homme a libéré du sperme. Et maintenant, le sperme contenant ce qu'on appelle les spermatozoïdes, le sperme se déposant au fond du vagin. Et contenant les spermatozoïdes maintenant donc, vont se faufiler donc, pour aller en direction maintenant donc, de l'ovocyte 2, qui est libéré bien évidemment donc, au niveau du 14e jour. Et donc, nous allons tout simplement dire que c'est l'ensemble des phénomènes, c'est l'ensemble des phénomènes aboutissant, donc aboutissant à la rencontre, l'ensemble des phénomènes aboutissant à la rencontre et à l'union, donc à la rencontre et à l'union, à la rencontre et à l'union, et à l'union du gamète mâle et du gamète femelle. Maintenant, le gamète mâle, donc on peut tout simplement dire à l'union du spermatozoïde. Donc, spermatozoïde, j'ai appelé ça en mettant SPZ. Et gamète femelle, là, on peut mettre donc l'ovocyte 2, tout simplement, ou ovule. Maintenant, je pense maintenant que vous connaissez la différence existant entre l'ovocyte 2 et l'ovule. C'est bon jusque-là. Maintenant, ça, c'est la fécondation. Donc, quand on parle de fécondation, donc je rappelle, donc c'est l'ensemble des phénomènes aboutissant à la rencontre, d'accord, et à la fusion, à la réunion, à l'union entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2. C'est bon jusque-là. Maintenant, mis à part cela également, voilà, après, nous allons un peu donc mettre l'accent sur les différentes conditions de la fécondation. Mais avant cela, est-ce que d'emblée, il y a des gens qui n'ont pas compris par rapport à cette leçon? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si vous ne l'avez pas fait également, si vous l'avez fait également, quelles sont les questions relatives par rapport à ça, que je puisse donc l'écrire en attendant. Puis, il y a quelqu'un qui a activé son micro, Monsieur Amadou Sow. Monsieur Amadou Sow, allez-y. OK, donc je continue. Voilà. Donc, la dernière fois, jeunes gens, donc, comme on l'a parlé, donc, nous sommes toujours dans le chapitre de la fécondation. Donc, nous avons dit que la fécondation, c'était l'ensemble des phénomènes aboutissant à la rencontre et à l'union du spermatozoïde et de l'ovocyte 2. D'accord? Maintenant, on va se rendre compte que cette fécondation, pour qu'elle puisse exister, il va falloir que des conditions soient respectées. D'accord? Et donc, les conditions pour qu'une fécondation puisse avoir lieu, les conditions, donc, pour que la fécondation puisse avoir lieu, pour que la fécondation puisse avoir lieu. Selon vous, quelles sont les conditions permettant à ce que la fécondation puisse avoir lieu, jeunes gens de la terminale, là? Selon vous, quelles sont les conditions qui permettraient à ce que donc le spermatozoïde et l'ovocyte 2 puissent se rencontrer? Je vous suis tout oui. Mhm. D'accord, donc je vais continuer. Donc la fécondation, en réalité, pour qu'elle puisse avoir lieu d'emblée, il va falloir que les organes génitaux des deux appareils soient mûrs. C'est bon jusque-là. On va se rendre compte que si vous prenez un garçon de 2 ans, un garçon également de 3 ans, et une fille de 5 ans, 6 ans, c'est pas la même chose que si vous prenez une femme de 17 ans, une femme de 22 ans. C'est bon. En d'autres termes, on va se rendre compte que plus également donc vous augmentez en âge, plus également donc vos appareils génitaux également donc mûrissent, fonctionnent. C'est bon jusque-là. Et donc la première condition sine qua non, d'emblée, je le mets ici en noir, c'est que les organes génitaux les organes génitaux doivent être mûrs, d'accord? Doivent être mûrs et bien fonctionnels.
doivent être mûrs. C'est bon. Et fonctionnels. Donc, mis à part cela également, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, si l'homme et la femme, nonobstant, malgré qu'ils aient des organes génitaux qui sont mûrs, qui sont bien fonctionnels, et que l'accouplement ne se déroule pas pendant la période féconde, en d'autres termes, là où donc la femme a plus de possibilités de tomber enceinte, on va se rendre compte dans ce cas-là, donc la probabilité que la fécondation ait lieu également diminue. C'est bon que là. Et donc là, on mettra tout simplement l'accouplement, l'accouplement, l'accouplement doit se faire en période féconde, doit se faire en période féconde. Donc là, c'est les conditions, je rappelle bien, qui permettraient ou bien qui favoriseraient la fécondation en période féconde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à m'interrompre. Je n'ai pas ce problème, d'accord? Maintenant, on va se rendre compte également, et là, jeunes gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une étude qui est récemment sortie et qui montre en réalité que les hommes à Dakar, beaucoup d'hommes, malheureusement, sont infertiles. C'est point là. En d'autres termes, maintenant, à travers ce leçon, on va essayer d'expliquer donc le pourquoi, mais le pourquoi d'une manière très ramassée. C'est point là. Et on va se rendre compte en réalité, ce n'est pas parce que l'homme fait sortir du sperme que forcément l'homme est fécond. Non, non, non. On va se rendre compte également qu'au niveau du sperme, la quantité de spermatozoïdes, mais également la qualité du spermatozoïde influence, impacte sur en réalité donc la fertilité de l'individu. Donc cela signifie quoi? Que les spermatozoïdes doivent être de bonne qualité, doivent être de bonne qualité et en quantité suffisante, doivent être, doivent être de bonne qualité et en quantité suffisante. Mais non, c'est ce qui me demande dans leur esprit comment faire pour que le spermatozoïde soit de bonne qualité. Moi, j'ai bien fait du sport et en quantité suffisante. Et en quantité suffisante. C'est bon. Mis à part cela également, donc là, c'était par rapport à ça, quand je parle des spermatozoïdes, donc là, c'est relatif par rapport à l'homme. On va se rendre compte également chez la femme, jeune gens. Vous avez ce qu'on appelle donc le col de l'utérus qui sécrète ce qu'on appelle donc la glaire cervicale. D'accord? Et cette glaire cervicale, en réalité, c'est comme une maille. C'est comme un filet. C'est bon. Si la glaire cervicale, elle est comme ça, elle est lâche, d'accord? Lâche et fluide, on va se rendre compte que là, ça favorise la fécondation. Cela signifie donc que les spermatozoïdes pourront donc passer au niveau donc de cette maille pour qu'ils puissent aller vers la rencontre de l'ovocyte. Cependant, si les mailles de la glaire cervicale sont très serrées, est-ce que cela favoriserait donc le passage des spermatozoïdes, oui ou non? Jeune gens de la terminale, je vous suis tout de suite. Est-ce que cela favoriserait? Oui, Amadou Sow, vous avez activé votre micro, je vous écoute. Je crois pas, non. Très bien. On va se rendre compte en réalité, très bien, donc lorsque la glaie cervicale n'est pas donc fluide, donc les mailles également, lorsqu'elles sont serrées, on va se rendre compte que cela défavorise en réalité la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que si vous prenez aujourd'hui, vous m'excuserez du thème, mais c'est dans les explications afin que vous puissiez mieux apprendre la leçon. Si vous prenez, entre guillemets, le spermatozoïde d'un chien, le spermatozoïde de mouton, et que vous essayez à ce que donc le spermatozoïde de ce chien ou bien le spermatozoïde de ce mouton puisse rencontrer et fusionner avec l'ovocyte de la femme, selon vous, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait possible que l'on prenne un spermatozoïde d'une autre espèce, par exemple le mouton ou bien le chien, et que l'on essaie de faire la fécondation entre les deux? Oui, Eladji Diop. Oui, Eladji Diop, vous avez levé la main, allez-y. Vous avez désactivé le micro. Essayez d'activer d'emblée le micro et allez-y, très bien. Non, non, la réponse est non. Très bien. Et donc, cela, quelle est la condition que cela mette en évidence? C'est une condition sine qua non. C'est quoi? Les deux espèces, d'accord, les deux individus, autant pour moi, doivent appartenir à la même espèce. C'est bon Même jusque-là? espèce. Très bien, très bien. Et donc, raison pour laquelle ici, on va se rendre compte parmi les conditions jeunes gens. Donc, on dira tout simplement que les gamètes doivent appartenir à la même espèce. Doivent appartenir à la même espèce. Et donc, voici quelques conditions nécessaires, sine qua non, pour qu'en réalité, la fécondation puisse se faire. Sans cela, ça va être très compliqué pour que cette fécondation puisse se faire. Et s'il n'y a pas de fécondation, indéniablement, indiscutablement, nous nous rendrons compte en réalité qu'il ne pourrait pas exister donc de zygote, en d'autres termes de cellules œufs. Des questions relatives par rapport à ça avant qu'on ne passe à autre chose, jeunes gens de la terminale? Pouvez-vous revenir sur l'explication, s'il vous plaît? Explication Car on n'a relative pas... par rapport... Oui? Hein?
On n'a Explication pas relative encore par rapport à où? à ce que vous venez de dire. Très bien. Voilà. Donc, tantôt, j'ai dit, si vous prenez le spermatozoïde, mouton, d'accord, et que vous prenez ovocyte, Mhm. femme. Quand je dis femme, donc c'est la signes donc humaine. So- Donc, il y aura possibilité qu'il y ait fécondation, c'est-à-dire qu'il y ait rencontre. Est-ce qu'il y a possibilité? Je vous Si, écoute. Il y a possibilité qu'il y ait fécondation. Si on prend un spermatozoïde de mouton et qu'on essaie de faire ça avec l'ovocyte d'une femme, je hein? crois pas. Très bien. Maintenant, pourquoi? Oui, Mokhtar Diop. Oui, Parce Mokhtar. que parce qu'il Oui, n'y a pas de récepteur du spermatozoïde de mouton au niveau très bien. de... De l'ovocyte de la femme. Ouais, voilà. Très bien. Et la Diop? Ou bien Ah, c'était ça la voulait réponse dire également? Oui. oui, oui. Euh, Allez-y. les deux individus doivent appartenir à la même espèce. Eh bien. Maintenant, pourquoi les individus doivent-elles appartenir à la même espèce? C'est parce qu'en réalité, quand on prend l'ovocyte de la femme, on sous-entend en réalité que l'ovocyte de la femme donc, contient ce qu'on appelle des récepteurs. C'est bon que là. Et ces récepteurs ne peuvent s'accoler qu'aux spermatozoïdes également. Donc, c'est comme si vous avez une serrure et une clé. C'est né en réalité que le spermatozoïde humain contenant la clé pouvant ouvrir la cellule qui est au niveau donc de l'ovocyte 2. Donc, chaque fois, vous avez des récepteurs qui permettent en réalité de pouvoir donc les reconnaître. C'est bon, jeune dame? Oui, Très bien. Donc là, c'était les conditions, donc jeunes gens, pour que fécondation puisse avoir lieu. C'est bon. Maintenant, nous allons passer, donc, mis à part cela, à ce qu'on appelle donc les étapes de la fécondation. C'est bon. Jeunes gens, connaissiez-vous donc les étapes de la fécondation? Mokhtar Diop, allez-y, je vous écoute. Il y a déjà la rencontre des gamètes. Très bien. Et maintenant, comment cette rencontre s'effectue, s'opère, se fait? C'est lorsque un certain nombre de spermatozoïdes Hmm. migrent au niveau de vers l'ovocyte 2 Très et bien. là, ils sont piégés par une masse gélatineuse. Mhm. Et là, ils sont piégés par cette masse gélatineuse qui... Ah, Très bien, j'ai allez-y, très oublié, bien. j'ai oublié. D'accord. Maintenant, on laisse quelqu'un d'autre continuer. Allez-y. Nyanya Sek, Elima de Mustafa Assar, El Hadji Diop, Ami Djoum, Amadou Sow. Allez-y, essayez. On dit souvent qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. Donc, n'ayez pas peur, allons-y. euh, Oui, Nyanya Sek. Nyanya Sek, vous avez ouvert votre micro. Vous êtes là. Ah, d'accord, oui. c'est fermé. Oui, allez-y, allez-y, Nyanya. Euh, Après la rencontre de ces deux gamètes, Oui. euh, le Mhm. spermatozoïde va se fixer euh, au niveau de l'ovule. Très bien. C'est là où il va se faire reconnaître par les récepteurs. Mhm. Euh, Après cette étape, hum, le spermatozoïde va se pénétrer, Mhm. puis libérer son flagelle, puis lui servir Mhm. de rien. Mhm. Euh, Récemment. Très bien. Maintenant, pour que vous puissiez mieux prendre, apprendre et comprendre cette étape jeune gens de la terminale, ce qu'on va faire d'emblée, c'est on va essayer de le subdiviser. En d'autres termes, on va essayer de stratifier ça, de mieux organiser ça. C'est bon jusque-là. Maintenant, ce qu'on va mettre d'abord, c'est quoi? C'est un, l'attente du gamète femelle. C'est bon. Parce que rappelez-vous, après l'ovulation, et là, on en parlera donc, pour la prochaine séance, parce que la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons faire la régulation des hormones. On va se rendre compte que cette régulation a permis à ce que la femme puisse libérer l'ovocyte 2. Et c'est ça qui est communément, généralement appelé l'ovulation ou la pompe ovulatoire. C'est bon jusque-là.
On va se rendre compte lorsque vous avez l'ovulation, en deux termes, donc, vous avez donc le follicule mûr qui va libérer l'ovocyte 2. Maintenant, après la libération donc, de l'ovocyte 2 maintenant va être après au niveau du pavillon. C'est bon. Maintenant, est-ce que l'ovocyte 2 a la capacité, a la possibilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir? C'est une question. Non. Très bien. Pourquoi? Bon, parce qu'il n'a pas, par exemple, le flagelle que le Parce spermatozoïde a pour se Oui. déplacer. Il n'a pas Très, de d'organe, je sais pas. locomoteur. Locomoteur, voilà. Merci. Très bien. Parce qu'en première, jeune gens, vous avez fait les mouvements cellulaires. Et quand vous aviez fait les mouvements cellulaires, on vous avait parlé des mouvements extracellulaires, au niveau desquels on avait pu distinguer les mouvements flagellés, amoeboïdes et ciliés. C'est bon jusque-là. Maintenant, dans la mesure où l'ovocyte 2 ne contient pas, n'a pas, en réalité, donc, le spermatozoïde, comme vous l'avez dit tantôt, d'organe locomoteur, et donc, elle sera, comme c'est une femme qui la libère, entre guillemets, elle sera dans l'attente. Donc, raison pour laquelle on parle d'attente du gamète femelle. Attente du gamète femelle. Et donc, je vais organiser ça pour que vous puissiez mieux appréhender cela. Donc, attente du gamète femelle. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on va se rendre quoi? Malgré, nonobstant que l'ovocyte 2 n'a pas la capacité de se déplacer. Cependant, on va se rendre compte que l'ovocyte 2, n'ayant pas même la capacité de se déplacer, cependant, est aidé, c'est-à-dire est véhiculé au niveau de la trompe pour aller au niveau de l'utérus. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déplacement dans ce cas-là, si l'ovocyte 2 n'a pas d'organe locomoteur? Je vous écoute. euh, c'est c'est à cause des cils qui se trouvent là-bas. Le battement Et des c'est cils. qui se trouve où exactement? Au niveau du... Tu veux, je sais pas. Très Je bien. peux? Oui, allez-y, oui. Ouais. Au niveau de la paroi de la trompe, n'est-ce pas? Exactly. On Ok. va, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale. Oh, non, je vous apprécie, jeunes gens de la terminale. Vous êtes bien, machallah. On continue. On va se rendre compte en réalité, donc, après l'ovulation, donc l'ovocyte 2 qui sera libéré par le follicule mûr, dans la mesure où cet ovocyte 2 n'a pas la capacité de pouvoir se déplacer, la trompe, en réalité, est constituée de muscles, mais également de cils. D'emblée, les battements des cils de cette trompe va permettre à ce qu'en réalité, cela puisse induire au déplacement de ce. Donc, supposons que là, c'est la trompe, d'accord? La trompe également avec les cils. Donc, lorsque donc, les cils battent, cela permet donc de faire avancer l'ovocyte 2. C'est bon jusque-là. Mais mis à part cela également, la trompe est constituée de ce qu'on appelle, donc là, je mets ici cils pour que après ceux qui vont venir pour qu'ils puissent comprendre. La mise à part cela également, vous avez donc la constitution même de la paroi de la trompe qui est constituée de muscles. On va se rendre compte, d'un genre de la terminale, que ces muscles, en réalité, lorsqu'elles vont se contracter, elles vont pousser l'ovocyte 2 vers l'avant. Est-ce que vous avez bien cerné cette partie? Oui. C'est bon? C'est bon? Pas besoin d'y revenir? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, on récapitule en mettant tout simplement donc, le pavillon transporte l'ovocyte 2 jusqu'au tiers supérieur. Donc, le pavillon transporte l'ovocyte 2. Et maintenant, on peut vous donner des dissertations relatives par rapport à ça. Et donc, raison pour laquelle il faut savoir comment scinder ça. Donc, le pavillon transporte l'ovocyte 2 jusqu'au tiers supérieur de la trompe. Donc, jusqu'au tiers supérieur de la trompe. C'est bon. Maintenant, là, c'était par rapport aux gamètes femelles. Maintenant, on va maintenant spécifier par rapport aux gamètes mâles. Est-ce que le gamète mâle également va rester là à attendre? Non. Non, non. Les raison pour laquelle, Il et va c'est aller ça vers que là. j'ai dit. Oui, allez-y, jeune dame, oui. Il va aller à la cherche. Oui, on peut dire ça ainsi. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, donc toujours, c'est les hommes qui se fatiguent. Indéniablement, indiscutablement également. Donc là, vous Voilà. avez donc les spermatozoïdes, voilà, qui vont marcher, qui vont se faufiler, qui vont, voilà, donc faire le combat pour aller vers la rencontre en réalité de l'ovocyte 2. Donc, on appelle ça la marche des spermatozoïdes. Quand je dis marche, donc là, c'est pour permettre à ce que vous compreniez, mais quand on dit marche, cela nécessite en réalité donc des pieds, entre guillemets. Donc là, on va se rendre compte que c'est le flagelle qui va permettre à ce que le spermatozoïde puisse se déplacer en direction du tiers supérieur afin qu'il puisse rencontrer l'ovocyte 2. C'est bon jusque-là. Maintenant, les spermatozoïdes Ouais. sont libérés par quoi? Par les tubes séminifères. Rappelez-vous quand nous avions parlé de l'anatomie du testicule. Vous vous souvenez? Oui,
Voilà. Maintenant, quand nous avions parlé de l'anatomie du testicule, nous avions parlé du tube séminifère. Est-ce que vous vous en souvenez, jeunes gens de la terminale? Oui. Oui. Très bien. On va se rendre compte que c'est au niveau des tubes séminifères que la spermatogenèse se déroule. Séminifère. C'est bon, et donc, donc, les tubes séminifères, on va se rendre compte, vont libérer donc les spermatozoïdes. D'accord? Et au niveau des tubes séminifères, après les spermatozoïdes vont aller au niveau de l'épididyme. Ensuite, vont passer au niveau donc du canal déférent, ainsi de suite, ainsi jusqu'à aller donc au niveau de l'urètre. Et enfin, être déposés au fond du vagin. C'est bon. Et maintenant, durant cette phase, vous avez ce qu'on appelle la capacitation. C'est bon? Oui. Selon vous, c'est quoi la capacitation? Là, quoi? Allez-y, la capacitation, parce que des fois, on va vous donner un exercice et récemment même, on l'a corrigé, ou bien on va le corriger donc peut-être après, à l'approche du bac. On va se rendre compte, des fois, on vous donne des exercices. On vous dit, on a pris le spermatozoïde au niveau du tube séminifère, on a pris le spermatozoïde au niveau donc de l'épididyme, on a pris le spermatozoïde au niveau donc, par exemple, du vagin de la femme. On s'est rendu compte en réalité que les lots de spermatozoïdes n'ont pas la même capacité de fécondation. D'accord? Et maintenant, expliquez pourquoi. Et dans ce cas-là, si vous ne connaissez pas, d'accord, la notion de maturation, d'autant la notion de capacitation, ça va être compliqué de pouvoir répondre à cette question. Donc, raison pour laquelle je vous pose la question de savoir, jeunes gens de la terminale, c'est quoi capacitation? Genre, C'est les spermatozoïdes qui lorsque sont les capables de féconder. spermatozoïdes. Voilà, Genre, maintenant ce qu'on va faire, pour qu'on soit mieux organisé, vous allez couper vos micros. C'est bon. Maintenant, on va s'organiser. Si vous avez une réponse, vous levez la main. C'est bon. Et la Diop, Monsieur, oui, d'accord, allez-y, Diop. on parle, on parle de capacitation. On parle de capacitation. Oui, Lorsque, lorsqu'on a enlevé l'enveloppe protéique, très bien. Lorsqu'on a les enlevé enveloppes l'enveloppe protéiques. protéique. D'accord, d'accord. Oui. Mokhtar Diop, vous avez levé la main. Et là, Diop, vous pouvez couper le micro en attendant, d'accord? Allez-y, Oui. Mokhtar. Oui, allez-y. Du coup, ce que j'avais noté, c'est que la capacitation, c'est la mise à nu des enzymes acrosomiques, n'est-ce pas? Ex- Lors de la migration, voilà. Très bien, très bien. Et donc, on se rend compte à peu près que donc, les deux réponses, c'est qu'en fait, vous avez une équivalence des deux réponses. En réalité, quand on parle de capacitation, comme vous l'avez si bien dit, donc on va se rendre compte que le revêtement protéique, maintenant, va être mis à nu en réalité. C'est bon, jusque-là. Maintenant, comment? On va se rendre compte d'emblée, lors de leur passage, d'accord, au niveau de l'épididyme, d'emblée, une première capacitation va se faire. J'ai dit première. Et donc, si c'est la première, c'est parce qu'on sous-entend qu'il y aura une deuxième. Et donc, cela sous-entend également que la capacitation est incomplète. Donc, raison pour laquelle on dit quoi? Que les spermatozoïdes libérés par les tubes séminifères n'ont pas la capacité suffisante pour assurer la fécondation. N'ayant pas cette capacité suffisante pour assurer la fécondation, une première capacitation, une première maturation sera réalisée au niveau de l'épididyme. C'est bon. Et donc, capacitation, ici, entre parenthèses, capacitation, entre parenthèses, première maturation, va se faire au niveau de l'épididyme. Épididyme. Épididyme. C'est bon. Mais la capacitation n'est pas complète. Pourquoi? C'est vrai qu'on commence à mettre à nu, donc le revêtement protéique. C'est bon jusque-là. Mais on va se rendre compte en réalité, rapidement, les spermatozoïdes également vont être protégés par d'autres protéines. C'est normal, parce qu'en réalité, on va se rendre compte que le vagin de la femme est acide. Et donc, si les spermatozoïdes ne sont pas bien protégés, l'acidité du vagin va évincer, en d'autres termes, va éliminer ces spermatozoïdes. Et pour éviter cela, vous avez une autre revêtement protéique qui va venir en été couvrir la tête de ces spermatozoïdes, afin que ces spermatozoïdes ne puissent pas être éliminés, en d'autres termes, ne puissent pas être détruits. C'est bon là. Et donc, capacitation première, donc première capacitation au niveau de l'épididyme, mais arrêtez,
d'accord, par un revêtement protéique, un revêtement pour protéger le SPZ. Le SPZ. C'est bon. Maintenant, dans les voies de la femme, on va se rendre compte en réalité que d'emblée, les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont au niveau du vagin, d'accord, ils vont, voilà, donc se déposer au fond du vagin. Maintenant, déposer au fond du vagin, on va se rendre compte, d'emblée, vous avez ce qu'on appelle donc la glaie cervicale qui va en sélectionner, c'est-à-dire donc la glaie cervicale va procéder à ce qu'on appelle donc un tri. En deux termes, seront sélectionnés les spermatozoïdes les plus aptes, en deux termes, les plus aptes à passer entre les mailles de cette glaie cervicale. C'est bon. Maintenant, lors de ce passage également, vous allez avoir indéniablement, indiscutablement également, le revêtement protéique qui commence également à être mis à nu. D'accord. Et donc, on va se rendre compte qu'on a une deuxième passation. C'est bon. Et donc, tout au long du trajet, on va se rendre compte que le revêtement protéique va être davantage mis à nu. C'est bon? Et le fait qu'on le mette davantage mis à nu, donc, raison pour laquelle durant tout ce trajet, les liquides donc, féminins vont continuer la capacitation des spermatozoïdes. D'accord? Et c'est ce qui va achever donc, la maturation même de ces spermatozoïdes. Ça qui va permettre à ce que donc, le spermatozoïde, lorsqu'il va être en contact avec l'ovocyte, qu'il soit à maturité, en d'autres termes, qu'il soit prêt pour que la fécondation puisse se faire. J'espère bien que je me suis fait comprendre. Jeunes gens de la terminale, vous êtes là. Oui. Très bien. Deuxième capacitation, s'effectuant. Donc là, je mets s'effectuant durant le trajet. Donc, s'effectuant durant le trajet dans les voies génitales de la femme. Dans les voies génitales de la femme. Génitales de la femme. Très bien. Et donc là, on va se rendre compte, donc là, c'était la migration. Donc, on a mis en évidence la migration des gamètes mâles et gamètes femelles. Et maintenant, on va maintenant procéder à ce qu'on appelle la rencontre. C'est bon jusque-là. Et maintenant, au niveau de la rencontre, on va se rendre compte, comme vous l'avez dit tantôt, on avait dit les gamètes doivent appartenir à la même espèce. C'est bon jusque-là. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'au niveau des spermatozoïdes, au niveau de leur membrane, vous avez des récepteurs qui permettent à ce qu'ils puissent reconnaître l'ovocyte 2, mais l'ovocyte 2 d'espèce humaine. C'est bon jusque-là. Et donc, d'emblée, vous allez avoir donc reconnaissance des gamètes. C'est bon. Et c'est cette reconnaissance, en réalité, comment est-elle mise en évidence? Donc, on va se rendre compte que certains spermatozoïdes se trouvent piégés dans les cellules folliculaires et juste un seul spermatozoïde, je dis bien, se fixe sur les sites récepteurs de la surface de l'ovocyte 2. C'est ça qui va permettre, mais ça qu'on appelle, c'est ça qu'on dénomme. Donc, la reconnaissance du spermatozoïde par la zone pellucide. C'est bon. Et maintenant, pour cela, il va falloir qu'on se rappelle un peu donc de l'anatomie de l'ovocyte 2. Et la dernière fois, si ma mémoire est bonne, nous avions fait cela. Si vous avez des questions relatives par rapport à ça, donc je pense qu'on peut y revenir, sinon on peut continuer. Des questions relatives par rapport à ça, jeunes gens de la terminale. Donc je suppose que, oui, allez-y. Ah, Bon, Madousso. Oui, Amadou Sow. je comprends pas. J'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'on a deuxième capacitation et première capacitation. D'accord. Donc je vais. D'accord, donc là c'est Amadou Sow. D'accord, maintenant Aminata Rassoul Niass. Bonjour, Oui, bonjour, vous allez bien? merci vous. Oui, je Moi vais aussi, très je bien. Oui. comprends pour le recette 1. Excusez-moi, mais j'ai un peu de difficulté à écouter votre question. Pouvez-vous revenir par rapport à votre question? Je comprends pas les trucs de recette 1. Les trucs de vos sites 1. Aminata, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, vous avez Ok. dit vous ne comprenez pas?
L'ovocyte 1 avec la mitose et la méiose. D'accord, d'accord, d'accord. Lymphocyte 1 avec la mitose et la méiose, d'accord. Donc, j'y reviendrai. Des questions avant qu'on ne passe? Mokhtar Diop. Aminata Damboulé. Aminata, est-ce que vous avez terminé avec vos questions? Oui, oui, merci. Très bien. Donc là, vous pouvez désactiver le micro. Mokhtar, allez-y. Ouais, monsieur, en fait, j'ai un petit problème à faire la chronologie des événements, en fait. Les événements, c'est-à-dire par rapport à la fécondation. Ouais, voilà. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire d'emblée, je vais revenir à la première question. D'accord. Ensuite, essayer de répondre à Aminata Rassoul Niass. Et enfin, donc, successivement également, donc, revenir à la chronologie. C'est bon? C'est bon. Aminata Rassoul Niass, vous avez levé la main. Ou bien c'est par erreur? D'accord, super. Voilà. Maintenant, d'emblée, donc là, j'ai mes réponses. Réponses. Donc, d'emblée, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir que je revienne par rapport à la capacitation. C'est bon. Très bien. Voilà. Donc, quand on parle de capacitation, cela signifie quoi? C'est-à-dire, c'est pas parce que la spermatogenèse, parce que donc le but de la spermatogenèse, c'est de fournir, de donner des spermatozoïdes. Maintenant, les spermatozoïdes qui viennent au niveau de la lumière du tube séminifère, on va se rendre compte que ces spermatozoïdes ne sont pas immédiatement féconds. C'est-à-dire, si les spermatozoïdes sont mis en contact directement, lorsqu'ils sont au niveau de la lumière du tube séminifère, lorsqu'ils sont mis directement en contact avec l'ovocyte 2, cela ne va pas permettre à ce qu'ils puissent avoir une cellule œuf. C'est-à-dire, il n'y aurait pas possibilité qu'il y ait fécondation. C'est bon. Et maintenant, pour mieux appréhender cela, donc les scientifiques maintenant ont fait des recherches. On s'est rendu compte en réalité que lorsqu'on prend des spermatozoïdes à des endroits différents, un au niveau du tube séminifère, au niveau des épididymes, ou bien également au niveau des vaginas de la femme, d'accord? Les spermatozoïdes en réalité vont présenter une plus grande probabilité à ce que la fécondation puisse avoir lieu. C'est bon. Donc, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a eu des spermatozoïdes que les spermatozoïdes sont à maturité complète. C'est bon. Et donc, pour que les spermatozoïdes soient à maturité complète, c'est-à-dire pour que les spermatozoïdes puissent accomplir sa fonction, il a besoin d'emblée à ce que donc on enlève, parce que rappelez-vous, quand on prend donc les spermatozoïdes, donc là c'est là, donc là vous avez les spermatozoïdes, attendez, vous avez les spermatozoïdes, là vous avez donc pièce intermédiaire, et là vous avez le flagelle. On avait dit, vous avez le noyau qui est recouvert par ce qu'on appelle donc l'acrosome. Et l'acrosome contient des enzymes hydrolytiques. Donc là, vous avez le noyau qui est là. C'est bon jusque-là. On va se rendre compte en réalité que cette membrane, il va falloir d'emblée qu'elle soit davantage éliminée. C'est bon. Pour mettre à nu les enzymes contenues au niveau donc de cet acrosome pour que ces enzymes puissent faire le rôle. C'est quoi le rôle? Digérer la zone pellucide afin que le noyau du spermatozoïde puisse s'insérer au niveau de l'ovocyte 2. Et donc, on va se rendre compte, les spermatozoïdes provenant donc du tube séminifère, d'accord, ils n'ont pas la capacité de pouvoir féconder, en termes de faire la fécondation. C'est bon. On va se rendre compte, ces spermatozoïdes, lorsqu'ils vont emprunter l'épididyme d'abord, voilà, vous avez une première capacitation, c'est-à-dire, on a maintenant donc le revêtement protéique, c'est-à-dire donc le revêtement donc, protéique, c'est-à-dire l'acrosome, commence en réalité à être mis à nu. C'est bon jusque là. Donc, plus on avance, plus également l'acrosome est mis à nu. Cependant, cette première mise à nu est faite au niveau donc, de l'épididyme, raison pour laquelle j'ai dit première capacitation. C'est bon jusque-là. Cependant, rappelez-vous, quand on a pris l'épididyme également, vous avez différentes parties de l'épididyme. Vous avez tête de l'épididyme, corps de l'épididyme et queue de l'épididyme. Maintenant, au niveau de la queue, on va se rendre compte, malgré qu'on avait fait une mise à nu, nonobstant cela, le spermatozoïde donc, va également être recouvert par une protéine. Et c'est normalement pourquoi? Pour pouvoir protéger ce spermatozoïde lorsqu'il va aller au niveau donc, du vagin de la femme contre l'acidité du vagin. C'est bon. Donc, raison pour laquelle on va se rendre compte la capacitation s'estompe, s'arrête là-bas pour un premier instant. Est-ce que vous me suivez, jeunes gens? Oui. Très bien. Maintenant, on va se... Donc là, c'est la première Oui, capacitation qui a été monsieur. interrompue. Qui a été interrompue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu un autre
recouvert, on a une autre enveloppe qui a recouvert en de spermatozoïdes qui commençait déjà à être mise à nu. Maintenant, lorsque le spermatozoïde également va entrer dans les voies génitales de la femme, le vagin, ensuite donc la glaise cervicale il va donc se faufiler au niveau de la glaise cervicale, ensuite il va passer au niveau donc de l'utérus pour aller vers la trompe. Et durant ce parcours, les spermatozoïdes en réalité donc avec les liquides féminins, avec également donc le fait qu'ils se cognent au niveau donc des parois, donc vous avez maintenant une mise à nu davantage de l'acrosome. D'accord? Et donc nous avons donc une capacitation. Pourquoi? Parce que plus l'acrosome est mis à nu, donc plus également donc les enzymes donc, pourront faire le rôle lorsque le spermatozoïde va arriver au niveau donc, de la zone pellucide. C'est bon. Donc, raison pour laquelle on parle de deuxième capacitation, c'est-à-dire deuxième maturité. C'est bon, jusque-là. De telle sorte, en réalité, lorsque le spermatozoïde va arriver au niveau donc, de l'ovocyte 2, donc l'acrosome est déjà mis à nu. Et donc, les enzymes pourraient donc agir pour pouvoir digérer donc, la zone pellucide. Jeune dame, est-ce que vous comprenez par rapport à la capacitation? Oui. Très bien. Donc, maintenant, la deuxième question, si c'est compris, donc là, je vais passer à la deuxième question. Très bien. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport à l'ovocyte 1, par rapport à la méiose, par rapport à la mitose. Et donc, si je comprends bien, donc c'est un peu par rapport à l'ovogénèse. La personne qui a posé cette question, c'est-à-dire comment synthétise-t-on, génère-t-on donc l'ovocyte 1? Amina Rassoulnias, c'est ça? Aminata Rassoulnias, vous m'entendez? D'accord. Oh, Effectivement, c'est ça. très bien. Maintenant, en classe de première, vous avez fait la division cellulaire, d'accord? Maintenant, vous avez fait deux types de division. Deux types de division. Méiose et mitose. Mitose, méiose. Quand on a parlé de la méiose, nous avions dit qu'il y avait deux méioses. Méiose 1 et méiose 2. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va se rendre compte, l'ovogénèse, c'est-à-dire ce qui va permettre à ce que la femme puisse libérer de l'ovocyte, c'est ce processus-là qui va s'établir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des cellules haploïdes. C'est bon jusque-là. Maintenant, comment? Vous avez différentes phases. Les différentes phases, qui peut me les rappeler? Qui peut me rappeler les différentes phases? Qui peut me rappeler les différentes phases de l'ovogénèse? On avait expliqué ça la dernière fois. La phase de multiplication. Très bien. On va se rendre compte que lorsque la fille, jeune genre, est dans le Mm. ventre de sa mère, vous avez ce qu'on appelle des ovogonies qui vont se multiplier en grand nombre. C'est bon jusque-là. Et donc, ces ovogonies, ce sont des cellules à deuxième chromosome. En d'autres termes, ce sont des cellules diploïdes. Lorsque cela va se multiplier, ça va donner également des cellules à deuxième chromosome. Et donc, toujours, donc là, j'ai mes vies embryonnaires, donc c'est parce que l'enfant est toujours dans le ventre de sa mère. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte, c'est pas parce que donc vous allez avoir multiplication de vos et donc on peut avoir plusieurs millions de ovogonées. Maintenant, imaginez que la femme naisse avec plusieurs millions d'ovogonées et que ces ovogonées également, donc toutes les ovogonées donnent des ovocytes. Ce serait catastrophe parce que chaque femme pourrait donner des centaines et des millions donc, d'enfants. Et donc là, c'est entre guillemets catastrophe. C'est bon. Maintenant, tenant compte de ça, vous avez ce qu'on appelle le phénomène d'atrésie qui va être mis en place. Cela signifie quoi? Il y aura des ovogonées qui vont être éliminées. Maintenant, cette élimination des ovogonées, c'est ça qu'on appelle donc atrésie folliculaire. C'est bon. Et donc, normalement, et comme vous le savez, ce n'est pas toutes les ovogonies qui vont être éliminées, mais que certaines ovogonies. Maintenant, les ovogonies qui ne vont pas être éliminées, on va se rendre compte en réalité qu'ils vont maintenant passer, mais toujours dans la vie embryonnaire, hein, qui vont continuer maintenant. Donc là, j'utilise voilà. Elles vont augmenter de taille. Mais regardez, j'ai dit juste augmentation de taille. Donc, dans ce cas-là, est-ce que le noyau est touché? Non. Et donc, toujours, ce sont des cellules à combien de chromosomes? Deuxième. Deuxième chromosome. Et donc, dans la mesure où on va se rendre compte qu'ils n'ont pas le même aspect, qu'ils n'ont pas la même morphologie. Qu'est-ce qu'elles auront également le même nom? Non. Raison pour laquelle on les appelle ici les ovocytes. Les ovocytes 1. C'est bon jusque-là. Et donc là, cette phase qui a permis d'obtenir les ovocytes 1, on appelle ça phase d'accroissement. C'est bon, jeunes gens? Très bien.
Mais non, Oui. on va se rendre compte que l'ovocyte 1 qui est là, qui a deuxième chromosome, maintenant c'est cet ovocyte qui va faire ce qu'on appelle donc la méiose. Et maintenant, jeunes gens, rappelez-vous, quand on a parlé de la méiose, nous avions parlé de deux méioses, c'est-à-dire deux divisions. Vous avez d'emblée ce qu'on appelle donc la méiose 1, encore appelée division comment, si votre mémoire est bonne? Réduction. Très bien, division réductionnelle. Et vous avez également ce qu'on appelle la méiose 2, encore appelée division Et la deuxième, c'est é- équationnelle. équationnelle. Formidable. Ils sont de foule. Mais non, on va se rendre compte d'emblée, c'est la division réductionnelle, c'est-à-dire la méiose 1, qui va d'emblée s'opérer. Et donc, vous voyez, toujours, on est dans le ventre de maman. C'est bon. Maintenant, rappelez-vous, jeunes gens de la terminale. On va se rendre compte que quand on prend la méiose 1, vous avez quatre étapes. Moi, je l'appelle pain, mayonnaise, thon. C'est bon? P, ça signifie quoi? Prophase. Prophase. Comment? Métaphase, Prophase. A, anaphase, Métaphase. P, télophase. Très bien. Telo- Heureusement que vous ne m'avez pas dit P, ça signifie pain. D'accord. Donc là, c'est juste une mémotechnique pour que vous puissiez donc bien l'appréhender. Donc, pain, mayonnaise, thon. Et donc, l'ovocyte 1, d'emblée, va entrer en méiose 1. Et donc, va commencer en faisant la prophase 1. Et la prophase 1, vous aviez bien précisé les caractéristiques d'une prophase. Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Donc là, c'est un peu la classe de première. Donc là, je peux faire abstraction de ça, si vous avez bien compris. Maintenant, arrivé au niveau de Oui. ces prophases 1. Ah, l'enfant, il ne peut pas tout faire dans le ventre de sa mère. Et donc, on va bloquer l'obtention des ovocytes. C'est-à-dire l'ovogénèse va s'estomper, va être bloquée ici. Et qu'est-ce qu'on va attendre? Ça va être donc bloqué ici jusqu'à la naissance. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, on va se rendre compte en réalité que cet ovocyte 1 bloqué en prophase 1, donc l'enfant va naître avec donc 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand l'enfant fait du I, donc l'enfant également donc, a des ovocytes 1 bloqués en prophase 1. C'est bon jusque-là. Maintenant, à la puberté. Voilà. Maintenant, à la puberté, jeunes gens, l'ovocyte 1 qui était bloqué en prophase 1, d'accord? Maintenant, on va continuer. Donc, on va voir, après prophase 1, on va passer donc à métaphase 1. Ensuite, anaphase 1. Et enfin, télophase 1. C'est bon. Et donc, on va se rendre compte toutes ces étapes. Donc, c'est la méiose 1, bien sûr. Maintenant, toujours à la puberté, on va se rendre compte après la méiose 1, vous avez maintenant la méiose 2 qui va s'opérer. Et méiose 2 qui le dit, donc dit prophase 2. D'accord? Donc, ici d'emblée, à la fin de la méiose 1, on va avoir ce qu'on appelle deux cellules. D'accord? Donc là, je mets le résultat d'abord pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Deux cellules. Vous avez ici ce qu'on appelle donc. Maintenant, ici, est-ce que vous avez toujours des cellules à deuxième chromosome? Est-ce que toujours ici, vous avez des cellules à deuxième chromosome? Oui. Ici, quand Non. on, quand on termine l'ovocyte, quand on termine la méiose 1, est-ce qu'on a toujours des cellules à deuxième chromosome? Non. Très bien. Maintenant, pourquoi? Il y a une division réductionnelle. Très bien, parce qu'il y a une division réditionnelle. En deux termes, vous avez eu donc des chromosomes homologues, d'accord, qui sont là. Et maintenant, chaque chromosome homologue est parti au niveau d'un pôle. C'est ça qui est à l'origine qu'on parle de la division réductionnelle. Donc, ça réduit de moitié le nombre de chromosomes. Et donc là, vous avez donc l'ovocyte 2, d'accord, et le premier globule polaire. C'est bon jusque-là. Et maintenant, donc, c'est-à-dire que donc, à la fin de la méiose 1, vous avez donc le site 2 qui a N chromosomes, d'accord, et le premier globule polaire également qui a N chromosomes. Maintenant, ce site 2, jeunes gens, va entamer également donc la méiose 2, d'accord, et donc, va faire ce qu'on appelle prophase 1. Ensuite, prophase 2, excusez-moi. Ensuite, métaphase 2. Arrivé à la métaphase 2, elle va être bloquée. Donc, vous voyez, on a eu deux blocages. On avait bloqué en prophase 1. Et là, maintenant, on bloque en métaphase 2. Il y aura des blocages si et seulement si, après l'ovulation, vous avez eu ce qu'on appelle donc la fécondation, le thème de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2. C'est bon. Et s'il y a donc cette rencontre, jeune gens, on va se rendre compte que l'ovocyte 2 qui était bloqué en métaphase 2 va continuer en donnant donc en faisant l'anaphase 2 et la télophase 2. Ce qui va donner quoi, selon vous? Levée. Deuxième globule polaire Levée. et l'ovule, si vous voulez. Et Et levée. l'ovule.
Très bien. Parce que c'est l'ovocyte appelé qui va donner maintenant l'ovule. Et maintenant, cet ovule, maintenant, jeunes gens, c'est ça qui va après former, grâce à la rencontre, à ce qu'on appelle donc la karyogamie, qui va permettre à ce qu'on ait la cellule œuf encore appelée zygote. Ai-je bien répondu à votre question, jeune dame, qui demandait comment la méiose opérée s'effectue? C'est bon? C'était Amina Rassounias ou Nyanya? C'était vous? Non, non, c'était pas moi. C'était Rassounias. Nias, maintenant, c'est bon? Oui, merci, monsieur. Ok, je vous en prie. Voilà. Maintenant, par rapport à la chronologie, ce qu'on va faire, Mokhtar, on va, d'emblée, on a parlé donc de l'attente, c'est-à-dire de la migration des gamètes. D'accord? Donc là, Mhm. c'est la première étape. C'est bon jusque-là? D'accord. Maintenant, après la migration, on va parler maintenant de la rencontre. Et là, nous sommes dans l'étape de la rencontre. C'est bon. Maintenant, après la rencontre, puis nous allons passer maintenant donc à la fusion, c'est-à-dire à l'union. C'est bon. Et donc, on Oui. peut récapituler ça en mettant donc les trois événements mis en exergue. C'est-à-dire, d'emblée, on a la migration. Ensuite, on a la rencontre. Maintenant, la rencontre également, il y a différentes étapes. Après, on va en parler. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle donc l'union. Et maintenant, successivement, on va le faire étape par étape. Donc, là, c'est bon? Oui. Très bien. Et donc là, je continue. Maintenant, nous avions parlé un peu donc de la pénétration d'un spermatozoïde. Je vais remonter Mhm. un peu pour que je puisse savoir là où on s'était arrêté. Avant la réponse aux questions. Avant la réponse aux questions. Allons-y, allons-y. OK. On a parlé de capacitation. D'accord, c'est bon. Donc, rencontre. Donc, je mets ici petit a. La pénétration d'un spermatozoïde. Voilà. Donc, je prends le rouge. D'accord. Donc, petit a. Rencontre. Excusez-moi. Pénétration. Pénétration d'un spermatozoïde. Et jeune Jean, vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui permet à ce que le spermatozoïde puisse d'emblée donc s'adjoindre, c'est-à-dire s'accoler à l'ovocyte 2? Oui, Nyanya. Hum, grâce à la reconnaissance, ouais. Très bien. Donc là, c'est la reconnaissance. Donc on met ici. Donc vous avez la reconnaissance. Mais dans cette reconnaissance est dirigée par quoi? Bien, et sous le joug de quoi? Euh, Très bien. C'est parce que vous avez donc les je- récepteurs. Donc reconnaissance du spermatozoïde par la zone pellucide. c'est pas la libération. C'est pas là? Libération des gingives. Oui, mais avant la libération, très bien, très, très bonne question. Maintenant, avant la libération d'emblée, il va falloir que le spermatozoïde et l'ovocyte s'accolent d'emblée. C'est bon jusque-là. Maintenant, après donc cet accolement, c'est ça qui va permettre, Ok, c'est ça oui. qu'on nomme la reconnaissance du spermatozoïde par la zone pellucide. Après cette fixation, maintenant, vous allez avoir maintenant l'acrosome qui va venir, qui va digérer la zone pellucide. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire entrer le noyau du spermatozoïde. C'est bon? Et donc, Ok, oui. fixation, donc reconnaissance du spermatozoïde pellucide grâce au récepteur, donc grâce à le récepteur spécifique. Oui. C'est bon. Et maintenant, cette fixation s'accompagne de quoi? Spécifique grâce à le récepteur. Donc là, je mets le Euh, récepteur. Oui, allez-y. Essayez, ne vous en faites pas. Je vous dis, il y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. oui. Donc, après la reconnaissance, il y a la réaction de l'occlusion, comme vous l'avez dit. Très bien. Donc, réaction acrosomique. Mais non, oui, Mokhtar, vous avez levé la main tout à l'heure. Quand on parle de réaction acrosomique, cela fait référence à quoi? À l'hydrolyse de la zone pellucide, puis de la membrane plasmique. Très bien. Maintenant, pourquoi? C'est parce que l'acrosome, comme vous l'avez dit, contient des enzymes qui vont perforer la zone pellucide. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, grâce aux enzymes hydrolytiques, aux enzymes hydrolytiques,
aux enzymes hydrolytiques. Maintenant, cela va permettre quoi? Donc, si les enzymes hydrolytiques percent en réalité donc la zone pellucide, cela va permettre la pénétration, l'entrée de quoi? Du spermatozoïde, d'accord. Et donc, Du noyau. Oui. cela permet, très bien. Donc, on va se rendre compte, donc très bien. Donc, le spermatozoïde d'emblée va pénétrer tangentiellement l'ovocyte, d'accord? Donc, pénétration, donc je mets ici ça. Donc, le spermatozoïde pénètre tangentiellement. Et la tangente, là, je vous rappelle beaucoup de choses en PC. Tangentiellement l'ovocyte, c'est bon. Et maintenant, donc là, c'était par rapport à la rencontre. Là, c'est les événements de la rencontre. C'est bon. Pour Mokhtar qui demandait les événements de manière chronologique. D'accord, C'est merci bon. beaucoup. C'est Voilà. gentil. Maintenant, après la rencontre également, c'est ça qui va entraîner l'activation de l'ovocyte 2. Tantôt, il y avait une question que j'ai répondu. Il nous a permis d'un peu nous rappeler de comment l'ovogénèse s'effectuait. Et nous avions dit que l'ovocyte 2, lors de l'ovulation, l'ovocyte était bloqué en quoi? Métaphase 2. Très bien. Maintenant, comme l'ovocyte était bloqué en métaphase 2, il se doit maintenant que cette méiose 2 soit achevée. C'est bon jusque-là. Et donc, le fait que le spermatozoïde était en contact avec l'ovocyte 2, c'est ça qui a permis l'activation de l'ovocyte 2. Donc là, on met petit b, activation de l'ovocyte 2. Et donc, activation, quand on parle de ça, il y a des événements qui nous permettent de pouvoir l'identifier, de savoir que là, l'ovocyte 2 s'est activé, s'est réveillé. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Que dès l'entrée du spermatozoïde, vous allez avoir une activation de l'ovocyte 2. C'est ça qu'on appelle même réveil physiologique. Donc là, je le mets donc dès l'entrée, réveil physiologique. Donc dès l'entrée, réveil physiologique. Maintenant, ce réveil physiologique se traduit comment? Enfin, il y a les granules corticaux qui vont se migrer au niveau. Oui, il y a des granules corticaux qui vont se faire. Oui, allez-y. À part Oui, ça. en fait, ces granules corticaux Mhm, vont participer à la destruction mhm. des récepteurs sensibles qui ont permis aux spermatozoïdes de pénétrer. Très bien, très bien. Non, voilà, je suis très content de vous. Mais non, en réalité, c'est très, très bien. Mais non, en fait, en classe de terminale, on demande également d'être plus précis. On va se rendre compte, John, que cette activation de l'ovocyte, vous avez deux phénomènes qui vont s'opérer. C'est bon. Ces phénomènes, on les appelle blocage. Il y a ce qu'on appelle d'emblée, oui, allez-y, Matar Diop, allez-y. Matar, vous aviez levé la main? Monsieur, pardon, mon micro était... Du coup, je pensais juste au blocage précoce et au blocage tardif, n'est-ce pas? Exactement. On va se rendre compte que l'activation de l'ovocyte, c'est-à-dire dès l'entrée du spermatozoïde, jeune gens de la terminale, on va se rendre compte, vous avez ce qu'on appelle le blocage précoce et le blocage tardif. Donc là, je le mets. Et maintenant, quand on entend, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça sous-entend blocage précoce? Ah, ah, je vous écoute. Qu'est-ce que cela sous-entend? Oui, Mokhtar Diop. À la variation du potentiel de membrane, Très bien, qui passe de -60 à +20. très bien. Jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte en réalité. Rappelez-vous, vous avez fait donc la leçon portant sur les phénomènes électriques. D'accord? Et quand on a parlé de potentiel de repos, on s'est rendu compte en réalité que si vous prenez deux électrodes réceptrices, donc l'une posée à la surface et l'autre à l'intérieur, cela nous a permis de mettre en évidence que la membrane possédait une différence de potentiel nommée potentiel de repos, généralement de -60, -70. Cela dépend également du type d'espèce, de l'action dont vous avez pris. C'est bon jusque-là. Dès l'entrée du spermatozoïde, nous allons avoir une inversion de la polarité, c'est-à-dire cela va passer de -70, -60, d'accord, à plus 20 millivolts. C'est bon. Et donc, ce changement de polarité
déjà commence à freiner l'entrée des spermatozoïdes. C'est bon jusque-là. C'est pour laquelle on parle de blocage précoce de la polyspermie, c'est-à-dire poly, ça signifie plusieurs. Spermie, ça met en évidence, ça met en exergue donc les spermatozoïdes. C'est bon? Et donc là, c'est mis en évidence pourquoi? Par une inversion polarité membranaire, de la polarité membranaire. Inversion de la polarité membranaire. C'est bon. Donc, passant de moins 60 millivolts à plus 20 millivolts. Et donc, là, d'emblée, ça commence à diminuer, à freiner l'entrée des. Donc là, pour la polyspermie. Donc, je mets ici pour la polyspermie, pour que vous puissiez donc avoir ça. Un instant, voilà. Donc, pour la polyspermie. C'est bon. Maintenant, tantôt, jeune dame, vous avez parlé maintenant d'autre chose, c'est-à-dire, on va se rendre compte que vous avez ce qu'on appelle la réaction corticale. Maintenant, jeune gens de la terminale, quand vous aviez parlé de l'anatomie de l'ovocyte 2, nous avions parlé des granules corticaux, qui se trouvent, si vous vous rappelez bien, donc en deçà de la membrane plasmique. C'est-à-dire, vous aviez ce qu'on appelle donc la zone pellucide où s'inséraient les cellules folliculaires, d'accord? Après ça également, vous avez donc l'espace périovocytaire où également résidait ce qu'on appelle le premier globule polaire. Maintenant, juste en bas, Oui. vous avez ce qu'on appelle les granules corticaux. Vous vous souvenez de ça? Oui. Très Oui. bien. On va se rendre compte maintenant que ces granules corticaux maintenant vont être libérés dans cet espace périovocytaire. Et c'est ça qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la membrane de fécondation. C'est parce que là, cette membrane Oui. va permettre de bloquer l'entrée des autres spermatozoïdes. Et c'est ça qu'on appelle, jeunes gens, blocage tardif. C'est bon. Et donc, on peut tout simplement mettre réaction corticale. Quand je dis réaction corticale, cela fait référence donc aux granules corticaux qui sont libérés au niveau de l'espace périovocytaire pour que la zone pellucide ne permet plus l'entrée d'autres spermatozoïdes. Donc, pour toujours empêcher la polyspermie. C'est bon. Maintenant, ces deux événements, donc blocage tardif pour la polyspermie, blocage précoce pour la polyspermie, après cela, jeune gens, on va se rendre compte qu'on a également une reprise, parce que ce n'est pas tout simplement le blocage. Parce que si tout De est la bloqué division. et que le noyau de l'ovocyte 2 ne continue pas sa méiose 2, il n'y aurait pas de sens. C'est bon jusque-là. Et donc, vous allez avoir une reprise de la méiose. C'est Oui. bon? Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien. Une reprise de la méiose. Une reprise de la méiose. Anya, vous avez. Donc, on va se rendre compte que l'ovocyte 2 va donner d'emblée de l'ovotide, d'accord, et un deuxième globule polaire. Donc, l'ovotide, on va donner ovotide et deuxième globule polaire, c'est-à-dire à la fin de la méiose 2, c'est ça qu'on va obtenir. Et deuxième globule polaire, c'est bon. Et maintenant, cet ovotide maintenant va devenir ce qu'on appelle donc l'ovule. Et maintenant, je donne cet ovule Le- maintenant. Et là, on va le faire donc au niveau donc de C, d'accord? C'est-à-dire, donc c'est ça qu'on a observé après l'entrée du spermatozoïde. Maintenant, là, c'est la rencontre. Maintenant, on va maintenant passer à ce qu'on appelle maintenant la fusion. C'est bon, la fusion. Donc, formation et fusion des noyaux. Et fusion des noyaux. Jusque-là, jeunes gens de la terminale. Jeunes gens de la terminale. Jeunes gens de la terminale. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, Nyanya Oui. et Aminata, c'est bon? Oui, ça va. Très bien. Maintenant, nous, actuellement, on a dit en réalité que vous avez maintenant le. Oui, allez-y, oui. Oui, des questions? Donc, on passe. Très bien. Maintenant, donc, le spermatozoïde est à l'intérieur de l'ovocyte. C'est bon jusque-là. Maintenant, les noyaux, en réalité, doivent s'adjoindre. En d'autres termes, les noyaux doivent fusionner. Maintenant, pour cela, d'emblée, donc le noyau de l'ovule, d'accord? Parce que maintenant, vous avez donc de l'ovule. Maintenant, le noyau de l'ovule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'emblée augmenter de taille. Le fait que le noyau de l'ovule augmente de taille,
C'est ça qui permet à ce qu'on maintenant qu'on le dénomme, qu'on l'interpelle, qu'on l'appelle pronucléus femelle. C'est bon jusque-là. Donc, noyau, donc je le mets ici. Donc, noyau de l'ovule augmente de taille et devient le pronucléus femelle. Pronucléus femelle. Et donc, le mâle également, son noyau, c'est-à-dire le spermatozoïde, va également augmenter de taille, c'est-à-dire le noyau du sperme va augmenter de taille également. Et comment va-t-on l'appeler selon vous? Oui, Mokhtar? Le pronucléus mâle. Très bien. Donc, le fait également que le noyau du spermatozoïde augmente de taille, raison pour laquelle on le dénomme, on l'appelle le pronucléus mâle. C'est bon. Et maintenant, après, petit à petit, jeunes gens, on va se rendre compte maintenant un phénomène spectaculaire. D'accord? Vous avez maintenant le rapprochement des deux pronucléi. C'est bon jusque-là. Donc, au singulier, on parle de pronucléus. Au pluriel, pronucléi. Maintenant, les deux pronucléi vont se rapprocher l'un de l'autre. Et ensuite, vous avez avoir ce qu'on appelle donc la fusion. Et cette fusion, jeunes gens, c'est ça qu'on dénomme cariogamie. Donc, eucaryote, caryon, qui signifie noyau. Donc, cariogamie. C'est bon. Et maintenant, quelle est en réalité la conséquence ou bien les conséquences qu'on peut tirer par rapport à cela? Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer par rapport à la fécondation? Conséquences de la fécondation. Quelles sont les conséquences de la fécondation qu'on peut tirer? Oui, allez-y, Nyanya. La naissance du... Non, de la cellule œuf. Très bien, la naissance de la cellule. Donc, on va se rendre compte, est-ce que vous avez toujours une cellule ou bien des cellules haploïdes? Quand je dis cellule haploïde, ça dit des cellules à un chromosome. Oui. Oui, c'est sûr. D'accord, Mokhtar, oui? Non, on a une cellule diploïde. Très bien. Regardez, donc là, on avait une cellule, donc vous avez donc le spermatozoïde à un chromosome. Vous avez également l'ovocyte à un chromosome. Oui. Et donc, lorsqu'ils vont fusionner, cela va donner maintenant des cellules, ou bien une cellule d'emblée donc à deuxième chromosome. Et donc, c'est ces cellules maintenant qui va faire ce qu'on appelle maintenant des divisions. Et là, on y reviendra quand nous aurons parlé de la segmentation, ensuite de la blastulation, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, oui. En C'est fait, je bon. parlais des deux gamètes. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Et donc, si les deux gamètes fusionnent, et donc ça va donner maintenant une cellule qui est Diploïde. très bien. Celui qui est diploïde. Formidable. C'est bon. Et maintenant, le fait qu'il y ait rétablissement de la diploïdie, donc on appelle ça rétablissement de la diploïdie. Est-ce que cela également va vous permettre de pouvoir connaître le sexe de l'individu? Oui, Pour Mokhtar. l'instant, non. S'il y a rencontre des gamètes, est-ce qu'il y aura possibilité qu'on connaisse le sexe de l'individu? Elmar Moustapha Sarr? Non, pas encore. On ne pourra pas connaître le sexe de l'individu. C'est sûr. D'accord, on va voir. Mm. Oui. Ah, je soutiens cette opinion. Jusqu'à? Oui, Mm. je vous entends Je très, pense très, la très, même très. chose. D'accord. Euh, donc vous avez levé la main toujours? Ou bien c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, ça va. D'accord. Jeunes gens, on va se rendre compte en réalité que quand on prend le noyau du spermatozoïde, donc vous aviez 23 chromosomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, le 23e chromosome détermine, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle les gonosomes. Donc soit c'est un X ou bien c'est un Y. C'est bon jusque-là. Mais normalement, supposons que je prenne, au lieu de X, je prenne que c'est un spermatozoïde Y. C'est bon. La femme également, son ovocyte donc, contient toujours 23 chromosomes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et 23e, c'est X. C'est bon jusque-là. Maintenant, si vous avez rétablissement de la diploïdie, donc maintenant vous allez avoir 46 chromosomes. Donc chaque chromosome maintenant va retrouver son père. Donc chromosome 1, vous allez avoir deux fois, chromosome 2, deux fois, chromosome 3, deux fois, ainsi de suite, jusqu'à la 23e paire. Et donc Y va se lier à X. Jeunes gens, si vous avez un karyotype dont on vous présente, et qu'au niveau de la 23e paire, vous avez XY, c'est quel sexe? Il est mâle.
Très bien. Et donc, on va se rendre compte, c'est à la fécondation qu'on a la possibilité, bien évidemment, de pouvoir connaître le sexe de l'individu. C'est bon. Et donc, les conséquences qu'on peut tirer de la fécondation d'emblée, on dit le rétablissement de la diploïdie, mais également la capacité de pouvoir déterminer le sexe du nouvel être, c'est-à-dire donc du sujet, du futur enfant. C'est bon, je suis là. Donc, détermination également du sexe. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est également les conséquences qu'on peut tirer de la fécondation. C'est bon, jeunes gens? C'est bon. Oui. Oui. Maintenant, on va faire une dernière partie, donc de manière très ramassée. Donc, vous avez ce qu'on appelle les problèmes liés à la fécondation. C'est pas parce que jeunes gens de la terminale, voilà, tout semble bien fonctionner que tout fonctionne. Donc, on va d'emblée parler donc des problèmes, donc les problèmes liés à la fécondation. Il y a des problèmes qui sont liés, d'accord, aux appareils génitaux. C'est bon. Supposons que vous avez donc des tractus, c'est-à-dire donc des voies génitales qui sont déformées. Dans ce cas-là, est-ce que cela va favoriser le déplacement du spermatozoïde, bien le déplacement des ovocytes, oui ou non? Si vous avez des tractus, c'est-à-dire si les voies génitales sont contournées, d'accord? Dans ce cas-là, est-ce que cela facilite le déplacement des spermatozoïdes? Donc, ici, j'ai mes problèmes liés aux gamètes, aux appareils génitaux, aux appareils génitaux. Et donc, si les voies génitaux sont bouchées d'emblée, donc chez le mâle, on va parler d'abord des hommes. Donc, honneur aux hommes. Puis, Eliman Diop. Eliman Diop, oui. Eliman Moussafa, ça, je veux dire. D'accord, donc je continue. Jeunes gens, on vous avait déjà... Donc, je mets d'abord, donc, si, donc chez le mâle, s'il y a une obturation. Quand je dis obturation, donc, c'est-à-dire que donc, les canaux sont bouchés. Si vous avez obturation des canaux déférents, quand on parle de canaux déférents, cela signifie également spermiducte. Dans ce cas-là, on va se rendre compte que les spermatozoïdes n'ont pas la capacité d'être véhiculés en direction donc, de l'ovocyte. D'accord? Donc, les canaux déférents. C'est bon. Mais non, vous avez ce qu'on appelle la cryptorchidée. Vous vous souvenez de ça? C'est pas le fait que le sperme contient des spermatozoïdes. Le Non, cryptorchidée. oui. Pas C'est exactement. Après, je vais vous la l'exprimer. cryptorchidée. Oui. Élément. C'est la remontée des testicules au niveau des endomètres. Là, Très bien. Très bien. On va se rendre compte, jeunes gens. Et des fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, quand vous regardez les mamans, les femmes, lorsque les femmes donc, font prendre à leur garçon un bain, d'habitude, la mère donc, tape les testicules, c'est-à-dire la mère vérifie si les deux boules se trouvent au niveau des bourses. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. Si vous n'avez pas fait le constat, donc faites le constat. Ce n'est pas par hasard. C'est pour vérifier en réalité que les deux testicules sont bien descendus au niveau donc de la bourse, encore appelée scrotum. Maintenant, pourquoi? Parce que si les testicules sont toujours au niveau de l'abdomen, en d'autres termes, s'il n'y a pas de descente testiculaire, rappelez-vous, au niveau de l'abdomen, la température est très élevée. D'accord? Cette température élevée peut bousiller, en d'autres termes, peut détruire les cellules testiculaires. Et si les cellules testiculaires sont détruites, jeunes gens de la terminale, dans ce cas-là, est-ce que l'individu aurait la capacité de pouvoir générer des spermatozoïdes? Non. Non. Et c'est ça qu'on appelle cryptorchidie, c'est-à-dire non descente des testicules au niveau des bourses. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'au niveau des bourses, donc la température n'est pas très élevée. Et même les hommes, si vous faites bien le constat, on va se rendre compte, s'il fait très froid, vous avez donc les testicules qui remontent un peu au niveau de votre abdomen.
S'il fait très très chaud, vous allez avoir donc les testicules vraiment qui sont en bas, très 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 bas même, au niveau de la bourse. Si vous n'avez pas fait le constat, faites le constat. D'accord. Et maintenant, les femmes qui sont là, les filles qui sont là, donc tenez compte de ça. Si vous avez un garçon, donc quand vous allez prendre son bain, ou quand vous le faites souvent, donc le garçon même sourit, d'accord? Lui, il ne comprend pas pourquoi, mais vous le sauvez. C'était une petite parenthèse, d'accord? Vous avez compris. Donc là, je Oui. mets ici non descente testiculaire. Testiculaire. Maintenant, chez la femme également, donc là maintenant on parle de la femme, si la femme a des trompes qui sont bouchées, d'accord? Dans ce cas-là, est-ce que cela va favoriser la migration des spermatozoïdes pour pouvoir trouver donc l'ovule, pour pouvoir trouver oui, l'ovocyte 2? Non. Non, très bien. Donc, ici, si vous avez des trompes bouchées, si on parle également de malformation congénitale, cela signifie quoi? C'est quoi congénital? C'est-à-dire vous êtes né avec, d'accord. Si la femme est née avec des malformations au niveau de la trompe, au niveau de l'utérus, c'est-à-dire une trompe ou bien un utérus qui est déformé. Donc cela, on va se rendre compte, cela réduit, diminue, amoindrit donc les chances pour que la fécondation puisse se faire. Donc là, c'était par rapport aux appareils. Mais non, on peut également distinguer des problèmes qui sont liés par rapport aux gamètes. C'est bon. Donc liés aux gamètes. Maintenant, pour les problèmes liés aux gamètes, si je prends d'emblée les hommes, chez l'homme, jeunes gens de la terminale, j'ai dit tantôt, avoir ou bien donner du sperme, d'accord? C'est-à-dire, après l'éjaculation, vous avez le sperme. C'est pas parce que l'homme a éjaculé et que le sperme est sorti que forcément l'homme est fertile. On va maintenant regarder maintenant si le sperme, d'emblée, si les spermatozoïdes s'y trouvant sont en bonne qualité, sont de bonne qualité, ou bien également sont en quantité suffisante. C'est bon. Et maintenant, pour appeler ceux qui feront la médecine, vous allez avoir ce qu'on appelle, attendez, spermogramme, c'est-à-dire, des fois, s'il y a des individus qui font, voilà, donc, qui se marient avec une femme 10 ans, 15 ans, ils ne réussissent pas à avoir un enfant, ils vont faire ce qu'on appelle un spermogramme. D'accord? Et ça se fait même dans les hôpitaux maintenant. D'accord? Et maintenant, ça consiste à faire quoi? Donc, du sperme sera mis au niveau donc d'un tube. Et maintenant, on va regarder si la quantité est suffisante, si le pH est normal, si également la mobilité des spermatozoïdes également donc est, voilà, ici. C'est bon jusque-là. Et donc, cela nous a permis de voir s'il y a des spermatozoïdes qui sont mal formés. Est-ce que cela favoriserait la fécondation? Non. Et c'est ça, jeune gens, qui est nommé tératospermie, c'est-à-dire si l'individu présente des spermatozoïdes mal formés, tératospermés. C'est bon. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un spermatozoïde à double tête, d'accord? Ou bien donc il n'a pas de flagelle. Et donc là, on va se rendre compte toujours, donc, c'est des spermatozoïdes qui sont mal formés. Maintenant, mis à part ça également, vous pouvez avoir donc les spermatozoïdes qui est là, mais qui est immobile, c'est-à-dire peut-être les mitochondries ne fonctionnent pas, parce que rappelez-vous, on avait dit que la centrale énergétique de la cellule, c'est la mitochondrie. Et donc, si la mitochondrie ne fonctionne pas, le spermatozoïde ne peut pas faire onduler donc le flagelle. Et si le flagelle n'ondule pas, il ne se déplace pas. Et donc, on parle de spermatozoïde immobile. Et maintenant, comment appelle-t-on cette anomalie? Asténospermie. Asténospermie. C'est bon. Et maintenant, lorsque vous avez du sperme, cependant, au lieu d'avoir des millions de spermatozoïdes, vous avez quelques centaines de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont là, mais est-ce que la quantité est suffisante? Non. Et comment appelle-t-on cela? Oui, Mokhtar? Oui, Mokhtar? Monsieur, oligospermie. Très bien, on appelle ça oligo. Donc, oligospermie. Donc, pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte en réalité que la quantité de spermatozoïdes n'est pas suffisante. Maintenant, s'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, et ça arrive, jeunes gens, des fois, vous voyez des individus qui ont la capacité d'éjaculer, et dans l'éjaculant, dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Maintenant, comment interpelle-t-on, comment l'appelle-t-on ça? Oui, Pénis allez-y, Mamadou. masculin. Oui, Mohamedou Ahibou Diallo. Oui, monsieur. Oui, Qu'est-ce qui est à l'origine de l'insuffisance de sperme? qu'est-ce qui est à l'origine?
Il y a plusieurs Oui. facteurs environnementaux qui peuvent l'influencer, hein. D'emblée, Euh, il peut y être d'origine génétique. Ça peut également lier donc à l'alimentation, d'accord? Parce que les recherches ont permis de se oui. rendre compte que certains aliments avaient la capacité d'augmenter donc le nombre de sperme, le nombre autant pour Oui. moi de spermatozoïdes. Donc, il y Mhm. a plusieurs facteurs. Donc, c'est pas, en fait, on parle même de multifactoriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'influencer. Vous connaissez un facteur Euh, spécifique pouvant entraîner la diminution, bien l'insuffisance de spermatozoïdes dans le sperme. oui. Allô? Vous m'entendez? Alors, oui, oui, je l'entends, oui. Oui. Vous connaissez un facteur spécifique pouvant entraîner à l'insuffisance de spermatozoïdes dans le sperme. Non, non. Très bien. On va se rendre compte que c'est plusieurs facteurs qui peuvent y intervenir. Donc, la nutrition, donc Il y a une l'état solution. également physiologique de l'individu, c'est-à-dire si l'individu donc, pratique du sport ou pas. Et donc, tout cela également affecte la qualité également du sperme. C'est bon. Mais est-ce que c'est possible d'augmenter aussi? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez augmenter? Il y a Le dollar, possibilité. c'est là. Vous voulez augmenter? D'accord, il n'y a pas de souci. Après, je vais te prendre en aparté. Euh, ok. Voilà. Ok, Donc, très, très bien. ok, on continue, merci. D'accord, merci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le processus également de capacitation est important. Pourquoi? Parce que si, on l'a dit tantôt, si le spermatozoïde n'est pas suffisamment capacité, donc processus de capacitation est également indispensable. Si le spermatozoïde n'est pas suffisamment capacité, donc dans ce cas-là, on va se rendre compte qu'il y aurait problème pour que fécondation puisse avoir lieu. C'est bon. Maintenant, chez la femelle, on va se rendre compte pour que fécondation puisse avoir lieu, il va falloir que la métaphase 2 soit dépassée. C'est bon jusque-là. Et donc, ici, pour aller vite, pour qu'on puisse résoudre les exercices. Donc, je mettrai tout simplement chez la femelle. Donc, chez la femelle, d'accord. Vous avez maturation complète. Quand je dis maturation complète, c'est parce qu'on a dépassé la métaphase de maturation complète de l'ovocyte. De l'ovocyte. Jeunes gens, c'était tout pour le résumé. Maintenant, nous allons passer à la correction d'exercice. Y a-t-il des questions relatives par rapport à ça, jeunes gens, avant qu'on passe à la correction? Super. En français, on dit qu'il ne dit mot consent. Donc, cela signifie que vous avez consenti à ce qu'on continue. Donc, continuons. Mais non. Résolution. On réalise une étude quantitative du taux d'ADN des cellules germinales extraites directement par biopsie. Biopsie, vous avez fait ça quand vous faisiez la classe de première. Au niveau de la première leçon, les techniques d'étude de la cellule. Vous vous souvenez? Oui. Très bien. Donc, quand on vous parle de biopsie, donc maintenant, c'est un terme maintenant qui vous est familier. Donc, je continue. Par biopsie d'un fragment des testicules de ces deux hommes stériles et d'un homme fertile MZ. On obtient trois populations différentes de cellules germinales dont le nombre ainsi que la quantité d'ADN correspond à chacune d'elles. Figure 1. Jeune Jean vous a présenté trois populations, d'accord, avec leur quantité d'ADN, population 1. Donc, c'est ça qui est matérialisé en noir. Population 2 en gris. Population 3 également donc blanc avec donc des granules. Ça marche que là. Maintenant, pour chaque population également, on a précisé donc la quantité d'ADN. 2Q, Q et Q sur 2. Quand on parle de Q, il va falloir que vous vous rappeliez un peu de la leçon que nous avions fait précédemment, d'accord? C'est la séance passée. Pour ceux qui ne l'avaient pas suivi également, vous avez l'occasion d'y aller, c'est sur YouTube. D'accord? Donc, vous tapez gamète, gamètogenèse, on va vous sortir ça. Je vais expliquer l'évolution de la quantité d'ADN. Donc, si vous avez des questions relatives par rapport à ça, vous pouvez d'emblée reconsulter ça. Maintenant, on nous dit, pour la première question, indiquer les cellules germinales correspondant à chacune des trois populations du document 1. Justifie la réponse. D'accord. Donc, on va mettre petit 1. Petit 1. Indiquons les cellules germinales. Indiquons les cellules germinales correspondant. Indiquons les cellules germinales correspondant
à chacune des trois populations. C'est bon. Maintenant, jeunes gens, tantôt, nous avons fait le rappel par rapport à l'ovogenèse. D'accord? On a parlé d'ovogonie, de vos sites 1, de vos sites 2, de vos titres d'ovules. En disant que l'ovogenèse était faite en trois phases. La phase de multiplication, la phase d'accroissement et enfin la phase de maturation. Est-ce que c'est la même chose par rapport à la spermatogenèse, jeunes gens de la terminale? Jeunes gens Oui, de la terminale. Oui. Nyanya. Ok, euh, allez-y, Nyanya. le processus pour l'ovulation est... Non, pour l'ovogonie et le spermatogonie, c'est la même chose. Juste, la seule différence, c'est au niveau de la différenciation. Très bien. On va se rendre compte dans ce cas-là que la spermatogenèse, vous avez une phase de différenciation qu'on appelle également spermiogenèse. Voilà. C'est bon? Et quand Mhm. il s'agit maintenant de l'ovogenèse, il n'y en a pas. Raison pour laquelle, au niveau de l'ovogenèse, on distingue trois phases. Au niveau également donc de la spermatogenèse, on en distingue quatre. C'est bon. Et maintenant, si vous comprenez ces phases, jeunes gens, sans aucun doute, d'accord, vous allez pouvoir faire l'exercice. C'est bon. Donc là, c'était la phase de multiplication. Donc à partir de la puberté, nous avions dit que l'homme va faire augmenter, va multiplier, d'accord, va faire accroître, d'accord, donc le nombre de spermatogonies. Donc les spermatogonies, ce sont des cellules à combien de chromosomes? Deux N chromosomes. C'est bon. Maintenant, vous allez avoir maintenant de ces spermatogonies qui vont augmenter de taille. Et c'est ça, jeunes gens, qu'on avait nommé phase d'accroissement. Donc à la fin de la phase d'accroissement, vous allez avoir ce qu'on appelle non plus des spermatogonies, mais plutôt des spermatocytes. Quels spermatocytes? Les spermatocytes 1. C'est bon jusque-là. Toujours deux N chromosomes. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, après donc le spermatocyte 1, le spermatocyte 1 d'emblée va faire ce qu'on appelle donc la méiose 1. Je mets ici donc M1. À la fin de la méiose 1, dans la mesure qu'il s'agit d'une division réductionnelle, on va se rendre compte en réalité que cela va permettre à ce que se répartissent. C'est-à-dire chaque chromosome homologue va se séparer. Donc, un chromosome homologue qui formait la paire, l'un va aller au niveau d'un pôle, l'autre va aller au niveau de l'autre pôle. Ils ont pris un val de l'anaphase 1. Il y a séparation des chromosomes homologues. Et donc, cela va donner deux cellules, d'accord? Les deux cellules également issues de la division réductionnelle sont des cellules à N chromosomes. On les appelle comment? Site. Site 2. C'est bon. C'est bon? Ces sites 2, jeunes gens, on va se rendre compte que leur quantité d'ADN est égale à Q. Pourquoi? Parce que vous avez un chromosome comme ça, d'accord? Et le chromosome, vous avez deux chromatides qui sont liés par ce qu'on appelle un centromère. C'est bon. Maintenant, ici, on va se rendre compte qu'au niveau des ovogonies, au niveau autant pour moi, excusez-moi, donc des spermatogonies, bien au niveau des sites 1, vous aviez deux chromosomes. C'est bon. C'est parce qu'il y a eu anaphase que chaque chromosome est allé au niveau donc d'un pôle. Donc ici, on ne peut pas parler de Q, mais on parlera de combien? De 2Q. Donc site 1, Ok. deux quantités d'ADN. Pourquoi? Parce que vous avez donc les deux chromosomes homologues qui se trouvent au niveau donc de la même cellule. Site 2, vous avez maintenant Q. Pourquoi? Parce que chaque chromosome homologue, c'est séparé. Donc l'un des chromosomes homologues est allé au niveau d'une cellule, l'autre est allé au niveau de l'autre cellule. Donc là, on parle de 2Q et là, on parle maintenant de Q. C'est bon. Jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte que ce site 2 va maintenant entamer ce qu'on appelle donc la méiose 2. Et cette méiose 2 va permettre de faire quoi? À ce qu'on ait l'anaphase 2. Rappelez-vous, quand on parle d'anaphase 2, c'est parce que vous allez avoir séparation des chromatides. C'est bon. Et donc là, est-ce qu'on a toujours Q, jeunes gens de la terminale? Est-ce qu'on a toujours Q? Non, que ceux Non. deux. Non, mais vous êtes bien. Machallah, vous êtes wonderful. Donc là, très bien, on va se rendre compte qu'on a Q sur 2. Et donc, à la fin de la méiose 2, on ne peut plus parler de spermatocyte 2. On parle tout simplement de quoi? De sperma, T2. T. de spermatide. Très bien, de spermatide. Et maintenant, après, c'est les spermatocytes. Maintenant, après la phase de différenciation, je mets ça ici, différenciation, qui va permettre de donner, d'avoir ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Ça, je l'ai bien expliqué au niveau de la vidéo ancienne. C'est bon.
Euh, Gatoussar, vous avez activé votre micro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une question? Non. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez bien compris ça, jeune gens, donc, si on vous demande d'indiquer les cellules germinales correspondant à chacune des trois populations, donc, qu'est-ce qu'on va dire? La population 1, on dira que c'est spermatocyte. Un. Très bien. Très bien. Donc, on mettra population 1 égale spermatocyte 1. Bon, je pense que je vais l'écrire, hein, donc spermatocyte 1. Spermatocyte 1. C'est bon, je là. Maintenant, on a demandé de justifier, n'est-ce pas? Et Si on demande de justifier, si vous ne justifiez pas, c'est 0, moins 5 et convocation des parents. Je répète, si vous ne justifiez pas, c'est 0, moins 5 et convocation des parents. Et maintenant, pourquoi qu'est-ce qu'on va dire? Donc, car c'est une cellule ayant combien de chromosomes? Un chromosome ou deuxième chromosome? Zen. Très bien. Très bien. Donc, car c'est une cellule. Car c'est une cellule ayant, ayant deux N chromosomes. Maintenant, chaque chromosome a combien de chromatides? Deux. Chromatide. Très bien. Raison pour laquelle, des fois, dans les îles, on vous dit de bichromatidia. Bi, ça signifie deux. Et des fois, dans les chansons sénégalaises, on vous dit bisatko. Bisatko. C'est bon. Donc là, c'est la population 1. Maintenant, après, la population 2, jeunes gens de la terminale, que dirait-on? Sont J'ai les des cytes de. spermatozoïdes 2. Non, mais c'est bien, c'est formidable. You are a great student. Donc, on dira spermatocyte 2. C'est bon, spermatocyte 2. Maintenant, pourquoi? Car, On a un oui, allez-y. chromosome. Très bien. Donc, car c'est une cellule ayant N chromosomes. À combien de chromatides? N. Deux chromatides. Très bien. Une cellule À deux. ayant N chromosomes avec deux chromatides. Oui. À deux chromatides. Chromatides. Mais non, là, je n'ai pas besoin de préciser que c'est obtenu à partir de la méiose 2. D'accord. Maintenant, Ouais. population 3. Qu'est-ce qu'on va dire? On a dit Q sur 2. Donc, forcément, c'est quoi? Spermatide. Ou, Spermatozoïde. très bien. Pas- Donc, on va se rendre compte que les deux également, ce sont des cellules à N chromosomes. D'accord? Donc, on va les mettre parce que ce sont des cellules. Ce sont des cellules à N chromosomes à une chromatide chacun. Donc, on parlera de monochromatide. D'accord? À une Pharmacien. chromatide. Très bien, formidable. À une chromatide chacun. D'accord? Donc, obtenu après la division équationnelle. Maintenant, là, c'était par rapport à Et la quoi? deuxième question. Maintenant, nous allons passer, jeunes gens. Ah, ça, c'était la première question, excusez-moi. Donc là, on va passer à la deuxième question. Expliquer la variation du nombre des cellules germinales des trois populations chez l'homme fertile MZ. C'est bon. D'emblée, nous allons, au niveau de notre figure, on a donné monsieur X, monsieur Y, monsieur Z. C'est bon. Maintenant, on nous demande maintenant d'expliquer. C'est-à-dire, quand on vous demande d'expliquer, on vous demande le pourquoi. La variation du nombre. On va se rendre compte qu'ici, d'emblée, donc, avec les spermatocytes 1, le nombre, c'est à peu près combien? 2. Parce que si on fait la projection, on va se rendre compte qu'on a à peu près 2. C'est bon jusque-là. Et maintenant, quand on prend les spermatocytes 2, on va se rendre compte qu'on passe de 2 à combien? De 2 à 4. C'est bon. Vous y Ouais. êtes? Très bien. Et maintenant, jeunes gens, quand on va prendre maintenant les spermatides, on passe maintenant de 4 à combien? À 8, à peu près. C'est bon jusque-là. Et c'est ça qu'on vous demande maintenant d'expliquer. Ça, qu'est-ce que cela met en évidence? Allez-y, qu'est-ce que Euh, cela met en évidence? Oui, allez-y.
que les, que les, que les spermatozoïdes Mhm. sont plus performants à la production des cellules germinales. D'accord. Bien, 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 bien essayé. Un autre, ou bien une autre. Mais non, pour pouvoir répondre à cette question, jeune gens, on va d'emblée savoir que cela est normal. Pourquoi? Parce que lors de la méiose, on passe d'une cellule, d'accord? On va avoir maintenant deux cellules, et maintenant chaque cellule également va donner d'autres types de cellules. C'est bon jusque-là. Donc, si vous avez donc les spermatogonies qui sont là, après, ça va donner également donc le site 1. Chaque site 1 également va donner donc deux cellules. Donc là, on appelle ça site 2. Et maintenant, chaque site également va donner également deux cellules. C'est bon jusque-là. Et donc, on passe de 2, c'est-à-dire les sites 2, c'est le site 1. Donc, si son nombre de 2, après, ça va donner combien? Ça va donner, si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4. Après, ça va donner combien on compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et donc là, ça ne met qu'en évidence le déroulement normal de la méiose. C'est bon jusque-là. En termes de la division cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Chez l'homme fertile, le nombre de cellules germinales double de 2 à 4, puis de 4 à 8, en passant de la population 1 à la population 3, ce qui met en évidence, ce qui met en exergue le déroulement de la méiose. Pourquoi? Parce que dans la méiose, vous allez avoir le nombre de cellules qui augmente, qui se Sûrement. développe après la division. C'est bon jusque-là. Oui. D'accord? Donc, ce résultat laisse entrevoir, bien s'explique, laisse entrevoir, c'est la même chose qu'explique, laisse entrevoir un déroulement, un déroulement normal de la méiose. Un déroulement normal de la méiose. De la méiose. C'est bon. Pourquoi? Parce que le nombre de cellules se dédouble à chaque fois. Maintenant, 3. On nous dit, en déduire, d'après le document 1, la cause de stérilité de M. X. Et toujours dans la continuité, on nous dit, des observations microscopiques réalisées sur le sperme de M. Y. Donc là, c'est M. Y. Maintenant, d'emblée, on va parler de M. X. On nous demande de préciser, jeunes gens, c'est-à-dire d'en déduire de ce qu'on a fait, d'en déduire d'après le document 1, la cause de stérilité de M. X. Ziad, c'est bon? Oui. Maintenant, on va aller au niveau de M. X. Je vais un peu effacer ici. Maintenant, regardez bien. M. Z est notre référence. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est normale. On va se rendre compte que la population 1, dont on a dit tout à l'heure, qui était tout simplement les spermatocytes 1. C'est 1. On va se rendre compte qu'ils ont le même nombre. C'est bon. Donc là, c'est normal. Cependant, jeunes gens, quand on parle au niveau des spermatocytes 2, regardez, on passe de 2 à combien? À 4. Est-ce que M. X également présente 4 cellules, c'est-à-dire 4 spermatocytes 2? Non. Non. Très bien. Mais à part cela également, quand on regarde maintenant finalement les spermatides, en d'autres termes les spermatozoïdes, on va se rendre compte qu'il y a peu de spermatozoïdes chez M. X. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Pourquoi on a une augmentation de ces 2 et il n'y a pas presque de spermatozoïdes? Il n'y a pas presque de spermatozoïdes ou de spermatides. Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Normalement, si les sites 2, la méiose s'était déroulée normalement, on aurait obtenu un nombre équivalent de spermatozoïdes, donc aussi bien donc chez M. Z. On va se rendre compte ici qu'il y forcément qu'il y a eu, allez-y, Nyanya Sek. Je pense que cela pourrait être expliqué par le fait que Hmm. au cours de la méiose, Très bien. il y aura la digestion des autres cellules, genre des cellules plus petites. Mhm.
qui vont être dégénérées. Du coup, le nombre de cellules va diminuer. Je sais pas. C'est bien essayé, c'est bien essayé. D'accord. Mais non, cependant, si on dit ici qu'il y a des cellules qui sont dégénérées, donc normalement, cela devait impacter les C2. On va se rendre compte ici, donc on a davantage de C2. Donc, cela c'est donc quand ça part de site 1 à site 2, donc c'est normal, le passage est normal. Mais est-ce que le passage de site 2 à spermatide est normal? C'est ça maintenant la question qu'on doit se poser. Oui ou non? Est-ce que c'est normal? Non, non, Donc, cela signifie quoi? Qu'il y aurait forcément un blocage ne permettant pas ou bien induisant à ce que les spermatocytes ne puissent pas être transformés en spermatides. En d'autres termes, est-ce que donc la deuxième division de myocytes est-elle opérée? Non. Non, tout simplement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on dira? Donc, au début, donc maintenant, ici, comme on a dit, d'après le document 1, donc il va falloir que l'on fasse donc une brève analyse. Parce que toujours quand on vit d'après le document, essayez de faire une analyse. Pourquoi? Parce que l'information doit être tirée, doit être extirpée du document. C'est bon. Euh, Donc, vous direz ici, donc 3. Donc, chez l'homme stérile, X, le nombre de spermatocytes 1, le nombre de cytes 1, donc là j'abrège pour que vous puissiez comprendre, est identique à celui de MZ, à celui de MZ. Mis à part cela, bien par contre, cependant, oui, gna, vous avez levé toujours la main. Cependant, Pardon. il n'y a pas de souci. Donc, cependant, le nombre de spermatocytes 2 est plus grand, et plus important chez l'homme stérile. Donc, ouais, donc ça, c'est le document qui nous a donné l'information. Donc, raison pour laquelle je le remets. Là. Par contre, donc, je suis en train de faire la comparaison, donc toujours l'analyse. Donc, par contre, le nombre de spermatides ou de spermatozoïdes, par contre, le nombre de spermatides, le nombre de titres ou de zoïdes est très... Oui, d'accord. Donc, ouais, donc je me suis basé sur mon document. Et donc, après, je mets donc Diatoussar. Vous avez levé la main? Oui. Allez-y. Donc, la cause de la stérilité, allez-y, posez votre question. Euh, la cause de stérilité de MX. Oui. Pourquoi le nombre de sites est identique à celui de MZ? C'est bien. Parce que la phase d'accroissement, elle est normale. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui nous permet d'obtenir le site 1? C'est parce que des spermatogonies ont augmenté de taille pour De donner des volume, spermatocytes oui. 1. Donc, c'est là que Mhm. donc, la phase d'accroissement se déroule normalement. C'est bon, là. Ah, d'accord. Donc, se on déroulant constate que pour normalement, tous les, monsieur, puis, un instant, je termine d'abord avec Diatoussar, après je vais venir chez qui? C'est bon, c'est Mokhtar Diop? D'accord, je termine avec non, Diatou d'abord. c'est pas moi, Ah, c'est pas d'accord. du tout moi. Donc, je termine avec Diatou. Donc, ouais, donc Diatou, si vous regardez bien, donc on se rend compte que la phase d'accroissement chez les trois individus, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nombre de sites 1. C'est bon. Oui. Voilà. Mais non, si vous regardez bien, au niveau de M. X, on a une augmentation anormale de site 2. Donc, cela signifie que donc, les sites 1, eux, toujours donnent davantage de sites 2. Et si ça donne davantage de sites 2 et que les sites 2 ne font pas également la méiose, c'est-à-dire également eux, s'ils ne font pas leur transformation, donc on aura davantage de sites 2. C'est ce qui explique que M. X a davantage de sites 2 que de sites 1. C'est bon? D'accord, ouais. Ok, merci. D'accord. Donc, la cause de la stérilité chez l'homme X. Donc, vous mettrez tout simplement. Et le blocage de la méiose au stade spermocide 2. Et le blocage
Diatoussar, vous avez toujours levé la main? Non, je pense que D'ac- c'est... D'accord. Donc, et le blocage de la méiose, et le blocage de la méiose au stade. Mais non, site. Mais non, si on n'a pas davantage de spermatozoïdes, tout à l'heure j'ai dit il y avait une anomalie. Si le nombre de spermatozoïdes était insuffisant, on avait donné un nom à cette anomalie. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pas... Je sais pas l'oligospermie. Exactement. Donc, on va se rendre compte que le blocage de la méiose au stade site 2 provoque, ce qui provoque, ce qui provoque un nombre insuffisant de spermatozoïdes, encore appelé oligospermie. Et donc, on va se rendre compte que M. X souffre de l'oligospermie. Un nombre insuffisant de SPZ, d'accord, ou oligospermie. Et donc là, nous avons bien identifié M. X souffrait de quoi? C'est bon jusque-là. Maintenant, après, on continue pour M. Y, parce qu'on doit aider maintenant ces jeunes messieurs. Les observations microscopiques réalisées sur le sperme de MY ont montré des spermatozoïdes dont la plupart ont un aspect identique à celui schématisé dans le document 2. Maintenant, je vais un peu descendre par rapport au document 2 pour que vous puissiez. Voilà. Regardez, jeunes gens de la terminale, est-ce que le spermatozoïde se peut. Allez-y. Est-ce que le spermatozoïde se déroule normalement? Jeunes gens de la terminale, vous m'entendez? Oui? Est-ce que... Oui, Est-ce que vous avez un spermatozoïde normal? Non, du tout. Eh bien, et donc, rappelez-vous, quelle était la phase permettant d'obtenir des spermatozoïdes normaux? Après la phase de multiplication, après la phase d'accroissement, après la phase de maturation, il y avait une phase De qui permettait d'obtenir. différenciation? Très bien. Et donc, ici, on va se rendre compte, est-ce que la différenciation s'est déroulée normalement? Non. Très bien. Et donc, l'origine de la stérilité de M. Y, jeune John, on va se rendre compte que c'est quoi? Un déroulement anormal de la différenciation de thème de la spermiogenèse. C'est tout simplement ça. C'est bon. Et donc, si je devais récapituler cela en écrit, je dirais tout simplement que, parce que regardez, quand vous regardez maintenant au niveau du document 1, quand vous regardez au niveau du document 1, on va se rendre compte, regardez, MZ et MY, ils ont à peu près la même structure. Donc, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide normal. Et pourtant, MY est stérile. Donc, c'est par rapport à la différenciation. C'est bon jusque-là. Donc, on dira tout simplement que la méiose pour MY est quasi identique à la méiose chez MZ, parce que c'est MZ qui est l'individu normal. C'est bon. Par contre, donc d'après le document 1, par contre, le document 2 nous montre, par contre, le document 2 montre un spermatozoïde mal formé, un SPZ mal formé, ce qui laisse entrevoir, un mauvais déroulement, ce qui laisse entrevoir un déroulement anormal de la spermiogenèse, de la phase de différenciation, encore appelée spermiogenèse. C'est bon. Et donc, voici la correction de l'exercice 1. Maintenant, nous allons brasser maintenant l'exercice 2. Des questions relatives par rapport à ça? Si vous avez bien remarqué, j'ai pris mon temps pour que vous puissiez bien l'appréhender.
C'est bon, par rapport à l'exercice 1, bien sûr. Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, l'exercice 2, jeunes gens de la terminale. Exercice 2. Oui, allez-y, Mokhtar Diop. Monsieur, juste si vous pouvez revenir juste en arrière pour que je puisse voir la question 3. D'accord. La question 3, ça dit de la manière dont je l'ai résolue ou bien l'énoncé Ouais, lui-même? la D'accord. correction de l'exo 3, OK. de la question 3. OK. Donc là, je monte. Voilà. Je rappelle après que vous allez avoir le document sous format PDF. D'accord. Donc le document sera à votre disponibilité. D'accord, merci beaucoup. C'est Très bon, bien, je vous en prie. c'est bon, merci beaucoup. Mais non, là, je vais brasser. D'accord? Monsieur, Insiste. Oui, oui, déjà tout ça. les exercices que j'ai, là, fu ñu ko mën a jëlee. Au niveau de la plateforme. Ah, d'accord, D'accord? merci. Donc, au niveau de la plateforme, jeunes gens, sur votre compte, sur le compte élève. Vous avez votre compte, non? Oui, Très bien. mais Oui. Mais quoi? il n'y a pas un lien où là où on peut euh, aller directement pour voir si on a cours aujourd'hui ou pas. Si? Si vous consultez votre compte, on va vous informer s'il y a cours ou pas. C'est bon. Oui, Maintenant, au niveau de votre... effectivement. Au niveau... Oui, c'est bon. Oui, c'est Voilà. bon, merci. Maintenant, donc, raison pour laquelle l'intérêt maintenant, c'est voilà, donc, de vous connecter avec votre compte. Parce qu'avec votre compte, après, on vous envoie directement les PDF. Et donc là, vous avez directement le corrigé. Maintenant, si vous avez des questions également et que quelque chose que vous n'avez pas compris et que la leçon est terminée ou bien que la séance est terminée, vous pouvez noter ça. Maintenant, si je reviens, vous me les posez. On en discute. C'est bon? Oui, Très bien. Maintenant, on va terminer vite fait parce qu'il est déjà 7h49. Donc, l'exercice 2, on nous dit les figures 1, 2, 3 illustrent les étapes d'un phénomène qui se déroule dans les voies génitales d'une femelle de mammifère. De quel phénomène s'agit-il? Regardez, jeunes gens, regardez la figure 2, les spermatozoïdes. Voyez bien, c'est bon? Et ensuite, vous avez des noyaux. Et là, vous avez une continuité d'une division. C'est bon? A et B. Maintenant, là, ça met en évidence quoi? Et dès c'est ça qu'on on est en train de parler de ça. C'est pas le Quel phénomène est de la le phénomène? méiose? La méiose. Est-ce que la méiose fait intervenir également les spermatozoïdes? Ah, ok. Bah, c'est justement la fécondation, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Donc, non, du phénomène, on peut mettre fécondation. Très bien. Donc, on met A1. Il s'agit, bien évidemment, de la fécondation. Du phénomène de la fécondation. C'est bon. Voilà. Maintenant, donnez les noms des éléments A, B, C, D, E. Donc, un, 2. Donc, donnons les noms. Maintenant, A, jeune gens de la terminale. A, comment va-t-on l'appeler? Si vous regardez bien, donc là, on va se rendre, là, ce sont les deux globules polaires, c'est bon. Et donc, certainement, là, c'est le pronucléus. Quel pronucléus? Je sais pas la femelle du Très moins. bien, très bien. Donc, on va se rendre compte que là, c'est le pronucléus. Maintenant, entre le pronucléus mâle et le pronucléus femelle, donc, comment le reconnaître? Vous avez donc ici, donc, vous avez ce qu'on appelle, donc, voilà, donc, les astères, c'est bon. Et donc, là, on peut mettre directement, donc, pronucléus femelle. Et donc, si A, c'est pronucléus femelle, forcément, B, ce sera quoi? Pronucléus mâle. Très bien. Donc, pronucléus mâle. C'est bon. Maintenant, C.
On l'a dit tantôt. Qu'est-ce qu'on dira? C'est Premier ou deuxième globule polaire? donc, vous pouvez mettre peut-être non, mettez deuxième globule polaire. C'est deuxième globule polaire. D'accord. Comment les reconnaître, du coup? Bon, il n'y a pas d'élément spécifique, hein. Donc, même si vous mettez premier globule polaire également, on peut vous accorder le point. D'accord. D'accord. Donc, premier globule, on met GP2, donc deuxième globule polaire. Donc, deuxième globule polaire. Et maintenant, E. Attention. Le E, deuxième globule polaire. Le E, oui, allez-y pour le E. Le E, oui, allez-y. Si le C, c'est le deuxième globule polaire, donc certainement le E, c'est quoi? Premier globule polaire. Très bien. Premier globule polaire. Premier globule polaire, c'est bon. Premier globule polaire. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Premier globule polaire. Là également, premier globule polaire. Très bien. Maintenant, jeunes gens, le D. Le D ici. C'est là. Le D. Ici, on met en évidence quoi? Cellule folliculaire. Cellule Très bien. folliculaire. Très bien. Très, très bien. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les cellules folliculaires. C'est bon. Maintenant, après, on nous demande maintenant 3, préciser la quantité d'ADN et la formule chromosomique des éléments ABCD. Donc là, ça va être très, très, très simple. Donc, on met petit 3. Petit 3. Précisons la quantité d'ADN et la formule chromosomique. C'est bon. Maintenant, je vais descendre un peu. Maintenant, A. À tantôt, jeune jour, nous avions parlé du pronucléus femelle. C'est bon. Maintenant, le pronucléus femelle, selon vous, qu'est-ce qui peut être sa formule chromosomique? C'est-à-dire, il y a combien d'autosomes? Il y a combien de gonosomes? Quantité d'ADN. Là, je mets ici quantité d'ADN. Bon, on va se rendre compte en réalité lorsqu'il s'agit du pronucléus femelle, jeune genre. Donc, dans la mesure où on l'a obtenu à partir donc de la méiose, c'est bon. Et donc, il s'agit en réalité de cellules haploïdes. Et quand on prend les cellules haploïdes, vous avez donc des autosomes et des gonosomes. C'est bon. Et ici, on va se rendre compte en réalité, pour simplifier, on mettra donc le nombre d'autosomes, d'accord, qui est égal à 1. Maintenant, dans la mesure donc c'est une femme, donc toujours c'est X. Si c'était un homme, ça peut être 1 plus X, c'est-à-dire nombre d'autosomes plus X, ou bien nombre d'autosomes plus Y. Et là même, on va le faire. Donc B, qui était donc le pronucléus mâle, d'accord. Donc là, je mets N égale, là également N égale 1 plus X ou 1 plus Y. C'est bon. Parce qu'on a tout simplement dit de mammifère. Donc là, on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un homme. Si c'était homme, on mettra 23 plus X, 23 plus Y. Maintenant, comme on ne sait pas, donc j'ai mis 1. C'est bon. Oui. Très bien. Maintenant, la quantité d'ADN, on va se rendre compte en réalité lorsqu'il s'agit des pronucléus, que là également, vous avez Q. D'accord? Là également, vous avez Q. Maintenant, les globules polaires, jeune gens, le deuxième globule polaire, on va se rendre compte qu'il est obtenu après avoir débloqué l'ovocyte 2 en métaphase 2. Et donc, cela permet la poursuite. C'est-à-dire, après la méiose 2, c'est ça où on a obtenu donc le globule polaire. Et donc, dans ce cas, on va se rendre compte qu'il s'agit de la séparation des chromatides. C'est-à-dire, donc, il y a eu clivage du centromère. C'est bon. Et donc, ici, quand on doit mettre le C, donc toujours, c'est une cellule haploïde, donc 1 plus X, d'accord. Mais le nombre de chromosomes, ici,
Dans la méiose, ça provient de la méiose 2. Donc, c'est des Q sur 2. Pourquoi? Parce que là, on n'a que des chromatides. C'est-à-dire, maintenant, on a une seule chromatide, monochromatide. C'est bon. Maintenant, quand je prends le D également, le D, tantôt, j'avais parlé des cellules folliculaires. On va se rendre compte que les cellules folliculaires, est-ce que ce sont des cellules à N chromosomes? Ce sont des cellules à 2N chromosomes. Donc, ça sera 2N. Donc là, ça va multiplier par 2. Donc là, ça sera 2. Et comme ça provient de la femme, ça sera 2XX. Et la quantité d'ADN également, ça sera Q est égal à 2. Maintenant, pour le premier globule polaire également, même chose. Premier globule polaire obtenu à partir de la méiose 1, d'accord? Donc, c'est une cellule haploïde, donc 1 plus X. Et la quantité d'ADN également est égale à 2, est égale à Q et simplement. Pourquoi? Parce que c'est le premier globule polaire après qui est obtenu à partir de la méiose 1. Et la méiose 1, on sait bien que les chromosomes sont bichromatidiens, donc raison pour laquelle j'ai mis Q. C'est bon. Et ici, donc, c'est pourquoi j'ai mis Q sur 2, parce que maintenant, vous avez donc une seule chromatide. C'est bon. Je pense que c'était la dernière question, hein. Voilà, c'est bon. Parce que là, après, on a mis 2n est égal à 4. Donc, si 2n est égal à 4, donc n est égal à 4 divisé par 2, ça fait 2. C'est bon? Des questions Oui. relatives par rapport à sa jeune gens de la terminale? Voilà. Maintenant, après, le document PDF vous sera octroyé à travers vos comptes, via vos comptes. Vous pouvez vous consulter ça. Si vous avez également des questions, vous pouvez noter ça quelque part. Le prochain cours, je répète bien, on fera maintenant la régulation des hormones en parlant d'œstrogène et de progestérone chez la femme. Également, chez l'homme, on parlera de testostérone. C'est bon. Et je vous parlerai un peu de feedback positif, négatif et comment également ça se passe. Oui, Mortar Diop. Du coup, monsieur, à quand le prochain cours? Le prochain cours, la semaine prochaine. Mais non, d'ici là, on va vous informer à travers vos comptes. D'accord? Parce qu'il se peut que cela soit le jeudi ou bien cela soit également le week-end. D'accord? Maintenant, pour ne pas donner une date D'accord. qui n'est pas précise, après, vous allez consulter votre compte. D'accord. Merci beaucoup. D'accord? Allez, bien de choses à vous. C'était tout pour Allez, aujourd'hui. merci. Jeunes gens de la terminale. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Merci.